On va reprendre La forêt des disparus de Olivier Ball. Chapitre 37. Paul. 1er mai 2011. J'ai rendez-vous ce matin avec Nigel Rodwell, anthropologue dont m'avait parlé Meredith. C'est la seule piste qui me reste. J'arrive devant l'adresse qu'il m'a indiquée. Face à moi, il n'y a qu'un chemin qui traverse la forêt. Pas le choix, je m'y engage avec ma vieille country square. Les roues s'enfoncent dans les nids de poules, des ronces viennent griffer la carrosserie. Au bout de 500 mètres, je discerne une habitation. On dirait un de ces cottages typiques des campings de la région. Le bâtiment, d'une cinquantaine de mètres carrés, a la forme d'une très grande tente. La façade de devant est une baie vitrée. Un hamac a été accroché entre deux arbres. J'ai à peine le temps de sortir du véhicule que déjà un homme d'une soixantaine d'années, aux cheveux longs et grisonnants et à la barbe mal taillée, vêtu d'une djellaba bariolée, sort sur le perron. Paul Green, j'imagine. Bienvenue. Petite question avant que vous n'entriez chez moi. Possédez-vous un téléphone portable? Non, pourquoi? Parfait, je suis hypersensible aux ondes électromagnétiques. Si vous avez eu un de ces maudits appareils, je vous aurais demandé de le déposer dans cette boîte. Il me montre une malle militaire rouillée à mes pieds. Dans le cottage de Rodwell, il règne un capharnaüm sans nom. Au fond de la pièce, un lit défait. Sur le côté gauche, une cuisine sommaire. Partout, au sol, sur les étagères, des bouquins, des dossiers par dizaines, mais aussi des statues indiennes, des masques africains, des photos en noir et blanc, comme autant de voyages et de rencontres aux quatre coins du monde. En balayant la pièce du regard, je surprends ici et là des mouvements rapides. Deux chats se sont carapatés dès qu'ils m'ont vu débarquer. L'un sous le lit, l'autre sous la table basse. Une forte odeur de litière me pique le nez. N'ayez pas peur, mes fauves, Lévi et Strauss. Ils s'en prennent qu'aux républicains, dit-il en esquissant un sourire. Rodwell m'invite à m'asseoir sur un vieux fauteuil en cuir défoncé. Lui s'installe en face, sur un canapé couvert d'un plaid parsemé de poils de chat. L'homme s'attache les cheveux, se lisse la barbe. Il me montre un joint éteint dans un cendrier rempli de mégots. Ça vous dérange? Non. Vous êtes chez vous? Tandis qu'une épaisse fumée et une odeur d'herbe envahissent l'espace, je détaille un peu le bonhomme. Son visage a beau être marqué par le temps, son regard d'un bleu éclatant dégage une malice et une perspicacité évidentes. Il repousse quelques dossiers épars sur la table basse et y pose ses pieds nus. En son tour, entre les volutes de fumée, il m'observe. Ma casquette, le pansement qui dépasse sur mon front, mon manteau un peu large, mon pantalon élimé, ma barbe mal taillée. Vous avez une drôle de dégaine, Green. On ne peut pas dire que vous passiez inaperçu. Je vous retourne le compliment. Vous êtes loin de l'image que je me faisais du professeur d'université émérite. Il éclate de rire avant de céder à une quinte de tout. Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas franchi les portes d'une université. J'ai dû prendre une retraite anticipée. J'avais des idées trop progressistes, trop avant-gardistes pour mes chers confrères qui pètent la poussière, s'exclame-t-il après avoir tiré une latte. Puis il expire vers le haut. En suivant des yeux la volute de fumée, je remarque qu'une couche d'aluminium recouvre le plafond. Les ondes, Green, vous êtes au courant, je suppose. Ils veulent nous contrôler. En émettant des ondes bêta et gamma, en inondant le monde avec leurs putains de satellites, ils veulent nous transformer en zombies, prêts à consommer leurs saloperies. Mais l'aluminium bloque leur émission. Un conseil, faites la même chose chez vous. Tandis qu'il parle, les deux chats sortent lentement de leur cachette et s'approchent. C'est Meredith qui vous envoie? Sacré bout de femme, hein? C'est elle qui m'a fait découvrir Redwoods. Si vous saviez, elle était intenable quand elle était plus jeune. Une sacrée fêtarde. On l'appelait Meredith Jane. Elle roulait joint sur joint. C'est toujours la dernière debout. Ce n'est pas exactement l'image que je me faisais d'elle. Les apparences sont trompeuses, Green. Trêve de plaisanterie. Il paraît que vous avez des choses à me montrer. Je lui présente les symboles inscrits sur les arbres et lui explique où je les ai trouvés. Sachant que ces informations sortiront bientôt dans les médias, je lui raconte tout. L'affaire des disparus, la découverte du chantier près du Grand Séquoia, ce qui se tramait dans les mines, les masques. Je suis pas un spécialiste des anciennes écritures, lèche-t-il derrière sa loupe. Mais d'après ce que je vois, il ne s'agit ni d'un alphabet natif, ni de celui d'un pays d'Amérique latine. Je pencherais plutôt pour des runes. Des runes?
Je suis quasiment certain que ces quelques lettres viennent d'un alphabet futarque d'Europe du Nord. Lequel? Hmm. Difficile à dire, il en existe une variété incroyable. Il pourrait s'agir d'un alphabet d'origine autant danoise que suédoise ou islandaise, voire d'une forme de futarque anglo-saxon ou germanique. Parfois, certains caractères ne comportent que d'infimes différences d'un pays ou d'une région à l'autre. Comment des runes oubliées d'Europe du Nord se sont-elles retrouvées gravées ici, dans l'Oregon? Quel est le lien? Attendez, Nigel, vous avez mentionné la Suède? Ce pourrait être une piste, car Nicolas Kellen, le fondateur de Redwoods, venait justement de là-bas. Et il semblerait que les meurtres aient un rapport, quel qu'il soit, avec l'histoire de la ville et de Kellen lui-même. C'est ce que vous propose Paul, c'est de me laisser quelques jours pour étudier la question. J'ai un bon ami à Stockholm, spécialisé dans le vieux norrois et les alphabets anciens. Je vais l'appeler, il pourra certainement nous aider. En revanche, là où votre histoire m'interpelle, c'est qu'elle s'approche de recherches que je menais avant, c'est-à-dire, d'après ce que vous m'avez dit, tout porte à croire que le meurtrier, celui que vous appelez l'homme rouge, obéit à des rituels précis. Les inscriptions sur l'arbre, le masque, le fait de déposer les corps au pied d'un séquoia, c'est à se demander s'il ne livrerait pas une sorte de sacrifice humain. Sacrifice humain? C'était précisément l'objet de mes études, la survivance des rites ancestraux de nos cultures modernes. Figurez-vous que j'ai répertorié au gré des années de nombreux exemples de meurtres rituels à travers le globe. En Ouganda, il arrivait parfois que des enfants soient kidnappés par des marabouts qui les sacrifient pour garantir chance et prospérité à certains de leurs clients fortunés. En Tanzanie, les enfants albinos sont ostracisés et parfois même pourchassés pour être tués et démembrés. Certains fanatiques s'étaient persuadés que cela leur conférait des pouvoirs magiques. Tout ça m'a l'air bien éloigné de notre affaire. Mais détrompez-vous, l'horreur des sacrifices ne se limite pas à l'Afrique. En Inde, à la suite d'une canicule terrible en 2005, le corps de Tepakaria, un fermier de 55 ans, a été retrouvé dans sa maison baignant dans son sang à seulement 300 km de Calcutta, l'une des plus grandes villes du monde. On lui avait tranché la tête pour la placer dans un champ des environs. Il s'est avéré que le crime avait été perpétré par des fermiers voisins, persuadés qu'il s'agissait là du seul moyen d'apaiser les dieux et de faire venir la pluie. L'enquête a révélé que cette superstition existait également dans plusieurs autres villages d'Inde. Plus près de chez nous, des traces de sacrifices ont également été retrouvées. En 2001, la police découvre un torse d'enfant flottant sur la Tamise à Londres. Après autopsie, une racine rare a été trouvée dans son organisme, une racine utilisée lors des cérémonies vaudou. Il y a encore quelques mois, au Mexique, un triple meurtre a défrayé la chronique. 2 enfants et une femme d'une cinquantaine d'années ont été retrouvés au fond d'une mine de cuivre de Nazocari, à quelques kilomètres seulement de notre frontière. Les victimes avaient été offertes en sacrifice à la Santa Muerte, un culte disparu qui surgit dans les zones détenues par les cartels. Le Mexique, vous en conviendrez, n'est pas si loin. L'odeur de l'herbe et ses détails morbides me donnent la nausée. Peut-être. Mais ce que vous me racontez, ce ne sont que quelques cas isolés, toujours liés à un culte. Là, ça a l'air différent. Notre pays n'a jamais connu de tels actes de barbarie. Oh, mais Redwoods n'est pas si différente d'un village perdu dans la forêt de Bindui, en Ouganda, quand on y pense. Il s'agit d'un lieu isolé, entouré d'éléments hostiles, l'océan d'un côté et une forêt primaire de l'autre. Notre communauté s'est construite sur cet isolement et le revendique fièrement. Son évolution s'est faite en marge du reste du pays. C'est une ville qui est à la fois liée à la grande histoire et toujours un peu à l'écart. Elle obéit à ses propres lois, à ses propres règles. Bref. Redwoods constitue un terreau parfait pour qu'un culte ancien puisse y perdurer. Une chose est sûre, l'assassin que vous traquiez a réutilisé ses meurtres de manière très précise. Qu'il ait lui-même imaginé les codes de ses assassinats ou qu'il découle d'une croyance préexistante, ça ne change pas grand-chose. Et si vous voulez le retrouver, il vous faudra comprendre la logique qui sous-tend ces mises à mort. J'ai quand même du mal à croire qu'il puisse y en avoir en 2011 dans notre pays, la première puissance mondiale des sacrifices humains. C'est assez inimaginable. Peut-être que le type est juste fou et qu'il n'y a rien derrière. Aucun message, aucune symbolique. Nigel attrape un de ses 2 chats et le place sur ses genoux. Vous voulez connaître le fond de ma pensée, Paul? C'est pour ce genre d'idée qu'on m'a foutu à la porte de la faculté de Portland. Je vais vous dire.
Je pense qu'en réalité, le sacrifice humain n'a jamais disparu de notre société moderne. Comme moi, d'autres confrères, d'autres confrères anthropologues commencent à s'interroger sur les liens entre nos sociétés civilisées et les sacrifices. Il semblerait que ce rituel, bien que simple outil religieux, ait été pensé et fait comme un moyen d'asseoir le pouvoir politique en place. D'après certaines recherches menées actuellement par des camarades de l'université d'Iéna, en Allemagne, plus de 65% des sociétés fondées sur un système de classe, donc construites sur des inégalités, se seraient imposées en pratiquant à un moment ou à un autre de leur histoire le sacrifice humain. En exécutant de manière spectaculaire et publique des hommes, souvent des classes inférieures, les élites s'assuraient de maintenir l'ordre social et conserver ainsi leur autorité. Hmm, Je ne vois pas où vous voulez en venir. Mais si vous voulez mon avis, le sacrifice humain n'a jamais vraiment disparu de nos sociétés. Il s'est transformé, a évolué. Aujourd'hui, plus que jamais, pour que le système capitaliste ne s'effondre pas, les autorités l'ont remis au goût du jour. Les nouveaux sacrifiés, ce sont les hommes, les millions d'hommes et de femmes prisonniers de notre système carcéral, retenus le plus souvent dans des conditions intolérables. Aux États-Unis, notre taux d'incarcération de 700 prisonniers pour 100 000 habitants est l'un des plus importants au monde, quasiment 6 fois supérieur à celui de la Chine et 20 fois à celui de l'Inde, deux pays pourtant beaucoup plus peuplés. Nos prisons sont autant d'hôtels de pyramides pour décourager quiconque pour ne pas respecter l'ordre établi. Vous allez un peu loin. Vraiment? La peine de mort elle-même n'est-elle pas la forme ultime du sacrifice humain? Et qui en sont les premières victimes, sinon les classes les plus modestes, souvent des Afro-Américains? Saviez-vous que, dans notre cher pays, un noir a 6 fois plus de risques d'aller en prison qu'un blanc? La peine de mort veut maquiller son aspect sacrificiel, pourtant elle en conserve souvent sa dimension totémique. Dans l'Utah, à chaque nouvelle exécution, toute l'équipe carcérale se voit remettre une médaille. Dans le même état, l'année dernière, un homme a été abattu par un peloton d'exécution. Un peloton d'exécution? En 2010? Bien entendu, les caméras ne sont jamais loin pour que tout le monde, jusqu'à l'autre bout du pays, soit au courant. Mais dans quel but? La peur, Green. Elle dirige le monde. En faisant vivre les plus démunis dans la terreur, la menace d'une future incarcération, on s'assure qu'ils ne franchissent jamais les barrières, qu'ils ne viennent pas fouler nos belles pelouses bien tondues. La plus grande force du capitalisme, c'est d'avoir éteint toute forme de velléité chez ses citoyens. Que jamais personne ne remette en question l'ordre des choses. Il finit son joint. Désolé, il ne fallait pas me lancer sur le sujet. Par rapport à votre affaire, je vais me renseigner au plus vite et je reviendrai vers vous. Merci de m'avoir reçu, Nigel. Faites attention à vous, Paul. Je ne sais pas dans quoi vous vous êtes fourré, mais vous pourriez courir de gros risques. C'est l'histoire de ma vie. Je ressors de cette entrevue un peu groggy par la fumée de l'herbe et par ce flot d'informations. Comment faire confiance à Redwell, qui n'a cessé d'alterner entre des réflexions pertinentes et des paroles illuminées? Et si je continue à creuser, est-ce que je vais finir comme lui, à imaginer le mal partout, à chercher du sens là où il n'y en a pas, où il n'y a que du hasard? Tout ça pour finir par déambuler avec un bonnet en aluminium sur la tête? C'est ça qui m'attend. Chapitre 38. Lorraine, 3 mai 2011. Depuis mon malaise dans la mine, Jerry m'a imposé un nouvel arrêt de travail. Je me repose donc à la maison depuis 2 jours. John s'est installé dans la chambre d'amis et me parle à peine. Il rentre tard du travail et une fois son dîner terminé s'enferme. Il m'en veut encore. Il sait que je n'ai pas jeté l'éponge, bien au contraire. De mon côté, je passe mes journées à éplucher les dossiers des victimes, à relire les rapports de Harry et de son équipe qu'Owen a eu la gentillesse de m'apporter. Je prends des notes sur un carnet. J'essaie de rendre toute cette folie cohérente. J'avais commandé, il y a quelque temps, sur des sites spécialisés, des ouvrages de criminologie. On y parle de taxonomie, de tueurs organisés et non organisés, de typologie de meurtriers dépressifs, psychotiques, passifs-agressifs. Mais plus je creuse, plus l'homme arbre me semble échapper à toute cette classification. Bon sang, je ne suis pas une profileuse du FBI, je suis juste une petite fliquette de village. On ne m'a pas préparée à traquer des tueurs en série, juste à faire la circulation ou à séparer 2 ivrognes à la sortie du Blackstone. Ce matin, au petit déjeuner, John a rompu le silence. Je
me chercher un appartement. Je pars d'ici 15 jours, m'a-t-il dit en rangeant son bol dans le lave-vaisselle, sans même se retourner vers moi. N'ayant pas su quoi faire, j'ai replongé le nez dans mes bouquins et mes dossiers. L'homme arbre. Il m'a fallu du temps pour me le rappeler. J'avais déjà entendu ce nom. Quelqu'un d'autre dans la ville m'avait parlé de lui. Jacob, notre vieil ermite. C'est peut-être un hasard, mais je n'ai rien à perdre à l'interroger. Ensuite, je rendrai visite à Mérédith, la conservatrice du musée des pionniers. Peut-être pourra-t-elle m'éclairer sur l'histoire de la mine hydraulique. Un nouvel orage couve. Les signes ne trompent pas. Ce matin, dans le centre-ville, le ciel est de plomb, les nuages sont bas. Même les goélands rasent la surface de l'eau. Les fils électriques oscillent sous l'effet du vent qui forcite. Et cette humidité dans l'air. On ne va pas tarder à éclater. Et puis il y aura de longues averses, des draches et des draches d'eau, jusqu'à ce que la terre ne puisse plus rien avaler et que des coulées de boue serpentent sur le bord des routes. Quand on a passé sa vie dans le même coin, on a l'impression de tout ressentir de manière un peu plus viscérale. On devient connecté à son environnement. Et pourtant, il y a toujours quelque chose avec cette satanée forêt qui nous échappe, nous dépasse. Je trouve Jacob à sa place habituelle devant la supérette de ses fruits. Je pose ma béquille au sol et doucement prends place à ses côtés. Je sais combien le bonhomme n'aime pas être brusqué. Le clochard lève un regard vitreux vers moi. Il n'est pas vraiment là. Ses visages gris, filasses, se mêlent à sa barbe épaisse. Son visage en est réduit à un nez aquilin, ses joues creusées, ses yeux noirs aux pupilles dilatées. Il dégage une odeur de crasse, d'alcool, de sueur et de feu de bois. Autour de lui, des tas de dépliants promotionnels. Il passe le plus clair de son temps dans cette même position, à les feuilleter en marmonnant des choses qu'il est le seul à comprendre. On le voit ici depuis tant d'années, qu'on a tous un peu fini par l'oublier. Il fait comme partie du décor. « Salut Jacob, je t'ai apporté ça pour le déjeuner, » dis-je en lui tendant le sandwich et la bouteille d'eau que je viens d'acheter. Il s'en saisit, dépose la bouteille avec dégoût sur le côté et cache le casse-croûte à l'intérieur de son manteau comme s'il craignait que je lui reprenne. « Merci Lorraine, tu portes toujours des chaussures comme ça? Randonnée avec lacets orange, de la boue souvent, sous les pieds. » Jacob a ce truc avec les chaussures des habitants de Redwood. Il se plaît à les reconnaître, peut-être aussi parce que c'est la seule chose qu'il voit de nous. Je peux te parler quelques instants? J'aurai des petites questions. Des questions sans réponse. Des questions, on les pose. Bonsoir. Il faut bien, pas si cher. 5 $. 5 $ les 500 grammes de bœuf. Ah, ça c'est bien, une bonne affaire. Les mots dans sa bouche s'enchaînent, les phrases et les pensées s'entremêlent, une idée menant à une autre dans des digressions sans fin. Il y a quelques jours, tu m'as parlé de quelque chose, de quelqu'un plutôt. L'homme arbre, tu t'en souviens? L'homme arbre, chut! Ne dis rien. C'est un secret, Jacob. L'homme arbre, séquoia, épicéa, noisetier, pin, frêne. Il faut faire attention toujours. Quand je marche dans le chemin, je plante des petits bouts de bois pour être sûr. Je perds mon temps. Je n'arriverai à rien avec ce vieux fou. L'homme arbre, Jacob, essaie de te souvenir, de te concentrer. Jacob me fixe quelques instants. Il a un léger haussement de sourcils. Bien sûr que Jacob se souvient de tout, mais chut! Une sacrée mémoire, ce Jacob, disait ma maîtresse, Madame Lungton. Quand je marche dans le chemin, je plante des petits bouts de bois pour être sûr. Parfois, je me perds là où il ne faut pas aller. Parfois, je me perds et je relève la tête. La vieille mine qui grince et qui me vrille la tête. Et là, je le vois, lui, l'homme arbre. Il sort d'une mine. Il me repère et me pointe du doigt en hurlant. J'ai peur! Je cours et je me cache au fond des bois.
Jamais plus je ne retournerai là-bas. J'ai peur qu'il soit là partout, car la forêt est sa maison. C'est pour ça que la nuit, oui, la nuit, je ne dors que d'un œil. Jacob a vraiment vu le tueur, et moi qui n'ai pas su l'écouter. Tu pourrais m'en dire plus, c'est important. Chut! Les grands pics, je m'en souviens. Oui. Pardon? Les grands pics, les beaux oiseaux avec la crête rouge. On n'en voit quasiment plus dans la forêt. Leur crête rouge, rouge comme le sang sur ses mains. Fais un effort, Jacob, l'homme arbre. Un effort, en profiter, en promotion. Pour une boîte de chili achetée, une deuxième offerte. Imbattable. Il faut que je vérifie. 6 $? Non, 7. L'ermite s'apprête à se saisir de l'un de ses dépliants. Je lui retiens la main. Jacob, des gens sont morts par sa faute. Tu te souviens d'Alvin le journaliste? Il travaillait juste à côté. Alvin, oui, un gentil gars. Basket blanche, un peu usée devant. Il me donnait souvent $1. C'est l'homme arbre qui l'a tué. Je te crois, Jacob. C'est toi qui avais raison durant tout ce temps. Le vagabond se gratte la barbe furieusement. Il se saisit d'une flasque d'alcool bon marché, en retire le bouchon et en boit le contenu en quelques gorgées frénétiques. Personne ne m'a écouté, Jacob le fou. Jacob ne comprend rien. Pourtant, moi, je vois l'homme arbre qui hurle, qui me regarde, les mains pleines de sang, rouges comme les crêtes des grands pics. Ses cornes sur le crâne, le démon de bois et de racines. Je me tais. Chut, Jacob. Ma bouche, parfois, parle toute seule, mais ma tête, elle sait. Ne dis rien, Jacob, jamais. Chut. Ce sera notre secret. C'est ce que m'a dit le maire Howard. Chaussures de ville marron, toujours bien cirées. Chut. Un secret. Il y a longtemps, 1 an au moins, l'homme arbre ne dit rien, jamais. Jacob a donc tenté d'en parler à Howard. Une chape de plomb me tombe un peu dessus. J'ai des fourmis dans les jambes. Il ne faut pas que je fasse un nouveau malaise. Je me redresse, m'appuie sur ma béquille. Je te remercie, Jacob. Ça m'aide beaucoup. L'ermite lève les têtes vers moi. L'homme arbre, c'est lui qui a pris les disparus. C'est lui. La nuit, je fais attention. Oui, c'est lui. Mais il ne te fera pas de mal. Je vais le retrouver, je te le promets. Tu peux dormir tranquille. Tu n'as plus à avoir peur. Moi, je n'ai pas peur, shérif. C'est vous qui avez peur. Ça se voit dans vos yeux. Il me fixe quelques secondes d'un regard d'une étonnante clairvoyance, puis replonge aussitôt dans ses délires. Je vais te laisser, Jacob. Merci encore. L'homme ne m'écoute plus. Il marmonne des suites de chiffres, des mots inintelligibles. Puis il se met à compter sur ses doigts et attrape un prospectus. Si j'avais fait plus attention, j'aurais pu savoir pendant tout ce temps. La tête me tourne. Il faudrait que je m'assoie un instant, là, sur ce banc. Howard, notre mère l'a découragé d'en parler. Il y a 1 an, si j'en crois ses paroles décousues. Pourquoi? Peut-être que le vieux fou débloque qui mélange tout, les époques, les personnes. Je me repose quelques instants, puis me rends sur l'île de Kellen pour rencontrer Meredith. Le musée est vide. Meredith, avenante comme toujours, prend le temps de répondre à mes questions sur l'histoire de la mine hydraulique et de l'ancien Redwood. Je n'apprends pas grand-chose, mais lorsqu'elle voit les photos des symboles dans la grotte et sur l'écorce de l'arbre, son visage s'illumine. « Oh, vous travaillez avec Monsieur Green, Lorraine. Comme vous, il est déjà venu me présenter ses photos et me poser de nombreuses questions sur la ville. » Vous voulez dire Paul Green, l'étranger? Oui, un bonhomme assez sympathique. Je l'ai dirigé vers un vieil ami à moi, Nigel, un anthropologue. Je ne travaille pas du tout avec lui.
Et je ne savais pas qu'il s'intéressait de si près à l'histoire de Redwood. Il a semblé très surpris en découvrant ceci. Elle me montre une étrange cagoule comme un sac de grains percé de 2 trous pour les yeux et précise qu'il était utilisé par les hommes de Kellen pour se protéger durant l'épidémie de variole. Elle ajoute que Green, lors de sa visite, s'était étonné de constater qu'il manquait les dernières pages du journal de Kellen. En découvrant ce dernier, je remarque d'emblée le symbole de l'arbre sur la couverture. Howard Hall aurait en sa possession l'autre exemplaire du livre. Encore Howard? Après mon rendez-vous, je m'assieds quelques minutes sur les marches du phare et respire l'air marin à plein poumon. Howard. Je t'ai demandé, je m'en souviens bien, si tu avais déjà vu ce symbole. Toi qui es de loin celui qui connaît le mieux l'histoire de notre ville. Et tu m'as assuré que non, en me regardant droit dans les yeux. Pourtant, ce livre est chez toi. Et Green. Qu'a-t-il à voir avec toute cette histoire? Green, dont le nom revient sans cesse depuis le début de cette affaire. C'est lui qui a retrouvé la petite Charlie Sanders, lui qui a parlé avec Alvin Dixon avant qu'il ne disparaisse, lui enfin qui est venu se renseigner sur le passé de la ville et qui possède des photos, des symboles. J'ai une migraine terrible. Suis-je en train de devenir complètement paranoïaque? Ou est-ce que j'approche de la vérité? Jerry, Howard et maintenant Green. Je dois confronter l'étranger, mais pas une minute à perdre. Chapitre 39, Paul, 3 mai 2011. Avec ma chance proverbiale, tout se retourne contre moi. Ce n'est pas un retour de bâton, c'est un coup de batte dans la tronche. À la suite de mes rendez-vous avec les médias de Portland, j'ai eu des dizaines d'articles et de reportages. Certaines chaînes de télévision ont même envoyé leur équipe à Redwoods pour couvrir en direct les événements. Sauf qu'évidemment, il n'y a rien à raconter. Alors ils meublent comme ils peuvent. Je les vois quand je vais en ville, errer d'un magasin à l'autre pour tenter d'interviewer les commerçants, d'enregistrer des micro-trottoirs. Redwoods est au centre de l'attention. Depuis la diffusion d'un reportage intitulé Les sacrifices de Redwoods sur ABC, des touristes affluent pour se prendre en photo devant le bureau du shérif. Certains font même semblant de se faire égorger par leurs potes. L'affaire des disparus suscite une fascination morbide. Et notre shérif, Jerry Mackenzie, ne s'est pas gêné pour semer le doute auprès des habitants de la ville. Le tueur ne peut pas être un natif de Redwoods, a-t-il déclaré au journaliste d'ABC. Impossible qu'un de nos concitoyens fasse une chose pareille. Je pencherais plutôt pour quelqu'un qui viendrait d'ailleurs, un étranger. Un étranger? Comme si Mackenzie l'avait fait exprès, comme s'il voulait me désigner moi. Dès le lendemain, j'ai été convoqué au bureau du shérif, où il m'a de nouveau interrogé. Il voulait savoir où je me trouvais la nuit du 28 avril, celle de la mort d'Elvie Dixon. Chez moi, shérif, ai-je répondu. Mon chien pourrait facilement confirmer mon alibi, mais il va falloir un bon traducteur canin. Cela ne l'a pas fait rire, évidemment. Jerry Mackenzie m'a noyé de questions, car on m'aurait vu traîner autour de la maison de la mère Dixon. Et je n'ai rien lâché. Ce n'est qu'après de longues heures qu'ils m'ont finalement laissé partir. Il y a encore une semaine, je sentais une forme de suspicion dans le regard des habitants de la ville. Après l'interview du shérif, elle a été remplacée par une franche hostilité. Désormais, on me bouscule dans la rue, on change de trottoir quand on me croise. L'autre jour, un type a craché sur mes pompes en pleine rue. Lorsque j'ai été boire un verre au pub, même les piliers de comptoir se sont éloignés. La serveuse, Kate, était plus distante qu'à l'accoutumée. Au bout d'un moment, elle m'a confié qu'Earl, le patron, avait demandé qu'on ne me serve plus. J'ai eu d'autre choix que de quitter l'établissement sous le regard menaçant des vigiles. Évidemment, pour eux, je suis le coupable idéal, un étranger. Ça leur évite ainsi de suspecter les uns les autres, d'envisager que l'assassin puisse être quelqu'un qu'ils ont côtoyé toute leur vie. Plutôt sacrifier un innocent que de se remettre en question. Redwoods est comme des boules à neige qu'on trouve dans les magasins de souvenirs du centre-ville. Comme celle avec le phare de l'île de Kellen, avec ses séquoias en toile de fond. Un petit décor de rêve où tout est bien à sa place, à condition que le verre ne se fendille pas. Si ce n'est que leur attitude, je pourrais m'y faire. Mais je sens de jour en jour une électricité, une tension qui monte. Il leur faut un coupable et moi, je suis dans l'œil du cyclone. Hier, quand je suis rentrée chez moi, j'ai tout de suite vu qu'il y avait un problème.
Mon portail était grand ouvert. Sur la façade de la cabane, une énorme inscription avait été peinte en blanc, en lettres capitales. Coupable. J'ai essayé de l'effacer, mais la peinture accroche au vieux bois. Et ça continue. Ce matin, alors que je prenais mon petit déjeuner, un fracas de verre m'a fait, par réflexe, me jeter au sol. Une pierre peinte en rouge venait d'exploser une de mes fenêtres, projetant des éclats de verre partout. Dessus, une inscription. Tu payeras. Pas d'autre choix que de clouer quelques planches sur les fenêtres pour éviter d'autres attaques. Je passe mes journées à essayer de me mettre en ordre les informations que j'ai récoltées sur l'homme rouge, son lien avec l'histoire de la ville et le patriarche Nicolas Quellen. J'ai pu récupérer des archives de l'Union Gazette en demandant à la rédaction de Gold Beach. La cabane croule sous des piles et des piles de journaux à décortiquer. Ma table à manger est couverte d'une coupure de presse, de post-it, de notes. Flash n'aime pas ça, et me le fait bien savoir. En grattant avec ses pattes, il repousse la paperasse qu'il trouve sur son chemin. Désolé, vieux, mais il y en a qui bossent ici. En détaillant mes photos, j'ai recompté les sacs à dos que la police avait sortis de la mine. Il y en avait au moins 10. Mais on n'a retrouvé que 5 cadavres dans le charnier. Où sont les autres dépouilles? Je m'abîme les yeux à étudier les cartes de la forêt, à la recherche d'un indice, d'une autre piste. Depuis 2 jours, je fais de longues marches en forêt, dans le périmètre de Groove Canyon. Dès que je vois un séquoia géant, je l'ausculte à la recherche d'une nouvelle inscription. Mais rien. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Pourtant, il doit y avoir une logique, quelque chose qui m'échappe. Jour après jour, je cours de plus en plus de risques en restant à Redwoods. Que faire maintenant? Tenter de raisonner William Sanders pour qu'il cesse de se cloîtrer avec sa fille? Tout balancer au shérif au risque d'apparaître encore plus suspect? Oh, je suis perdu. Nigel Radwell ne m'a toujours pas rappelé au sujet des runes trouvées sur l'arbre. Impossible pour moi de retourner traîner autour de la mine hydraulique. Il ne manquerait plus que je me fasse repérer là-bas. Il y a autre chose, une étrange impression. Pourquoi est-ce que l'assassin n'a pas encore débarqué chez moi? Je devrais normalement être sa prochaine cible. Je reste sur le qui-vive chaque soir. En vain. Alors que je suis en train de me préparer un café, j'entends un bruit de moteur dans l'allée. C'est une voiture du bureau de shérif. Ils veulent certainement encore m'interroger. Ça ne s'arrêtera donc jamais. Une silhouette s'approche de la cabane. Je reconnais Lorraine Chieflin, qui progresse péniblement avec une béquille. Elle a l'air renfrognée. L'adjointe se jette quasiment sur moi et me pousse en arrière de sa main libre en montant les marches. À quoi vous jouez, Green? Je sais qui vous êtes. Vous voulez encore faire un article, c'est ça? Qu'on parle de vous comme avec Mike Stills? Mais il y a des morts, putain, des innocents. Calmez-vous, Lorraine. Me calmer? À chaque fois qu'il se passe quelque chose en lien avec les disparus, vous êtes dans les parages. Qu'est-ce que vous me cachez? Je la sens à fleur de peau. Je l'invite à entrer. Elle découvre, stupéfaite, le bordel qui règne dans mon cabanon. Elle s'approche de la table, détaille quelques documents, attrape les reproductions que j'ai faites des inscriptions. Elle s'assied et, sans un mot, commence à compulser mes notes. Flash vient renifler son jean, puis s'assied à côté d'elle. Elle lui caresse le crâne, semble se calmer. Green, mais qu'est-ce que vous savez? Je croise son regard, ses yeux boursouflés de fatigue. Cet éclat dans la rétine, celui d'une femme au bord du précipice et pourtant debout. La même lueur que je vois tous les matins dans le miroir. En cet instant, je comprends qu'elle est comme moi, désespérée de comprendre. Peut-être vais-je le regretter, mais je me dis que je peux avoir confiance en elle. Alors, je lui parle, lui raconte tout. Charlie qui débarque chez moi paniqué, les polaroïdes, sa rencontre avec l'homme rouge, ma confrontation plus tard avec le tueur, ma découverte du charnier des symboles, le lien avec le village effondré, avec l'histoire de Nicolas Quellen, ce que m'a raconté l'anthropologue au sujet des sacrifices. La journée s'étire, la nuit tombe. Le café a laissé place à une bouteille de vin, puis à une autre. Ce sont ensuite ces explications à elle qui viennent comme un puzzle s'embriquer aux miennes. Le détail de ce que la police a découvert au fond des mines, l'étrange statue féminine, la fosse. Il y a aussi ces éléments qui ne collent pas.
À quoi rime cette histoire de masque? Pourquoi le tueur, lorsque Charlie et moi avons été agressés, portait-il cette cagoule alors qu'il arborait un autre masque dans la mine? Et cette pensée, les propos de Nigel sur les rites sacrificiels me reviennent. Ah, peut-être qu'il s'agit d'une sorte de masque spécial cérémoniel, tandis que la cagoule lui permet de se dissimuler lorsqu'il est en dehors de la mine, dis-je. Ou peut-être que depuis le début on se méprend et qu'il n'y a qu'un seul tueur, il n'y a pas qu'un seul tueur mais plusieurs. Il est près de minuit, épuisés l'un comme l'autre. On continue ainsi à reprendre point après point nos découvertes respectives. Et maintenant, Lorraine, vous allez m'embarquer? Ça dépend. J'aimerais comprendre. Qu'est-ce que vous cherchez exactement, Paul? Pourquoi est-ce que vous menez l'enquête de votre côté? Franchement, je ne le sais pas moi-même. Peut-être que j'ai peur que l'assassin s'en prenne à moi, peut-être aussi que j'aime bien Charlie et que je ne me pardonnerai pas qu'il lui arrive quelque chose. Toute ma vie, j'ai toujours voulu savoir, comprendre, aller au bout. Ça m'a coûté beaucoup. Bref, je suis ni un chevalier blanc, ni un salopard d'égoïste. Je suis quelque part entre les deux, dans la zone grise. Et vous? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas lâché malgré votre accident? Parce qu'il faut bien que quelqu'un me fasse. Parce que c'est mon boulot. Parce que cette enquête m'a tellement coûté que je ne supporterai pas d'appeler au bout. Il y a encore quelques heures, je pensais devenir folle, à imaginer des liens, des connexions là où il n'y en avait pas. Mais après vous avoir parlé, je me dis que j'ai peut-être raison. Ou alors, nous sommes tous les deux en... Oui, pardon. Nous sommes tous les deux en train de tomber tarés. Bref, c'est nous deux contre le reste du monde alors. Elle boit une gorgée de vin. Oui, on dirait bien. Le journaliste buriné et la flic intrépide. À voir nos tronches, j'irais plutôt le marginal balafré et la boiteuse bornée. Elle sourit. Je peux vous faire confiance, Paul? J'opine. Elle fait rouler son alliance sur son adulaire. Hésite. Je me pose des questions sur Howard Hall. Il m'a menti à plusieurs reprises. Il a affirmé ne pas reconnaître le symbole de l'arbre, alors qu'il figure en couverture de la biographie de Kellen dont il possède un exemplaire. Plus inquiétant encore, Jacob, le vieil ermite, aurait surpris l'assassin il y a un an et en aurait parlé à Howard. Mais ce dernier lui aurait fait promettre de ne rien dire. Vous pensez que c'est lui le tueur? Je ne sais pas. Je connais Howard depuis toujours, c'est dur à imaginer. J'aimerais avoir tort, mais je crois qu'il est lié à tout ça. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On demande de l'aide au shérif? C'est compliqué. Je ne sais pas ce que je peux dire à Jerry. C'est le meilleur ami de Howard. Il pourrait tenter de le prévenir, de le mettre en garde. J'ai découvert des choses troublantes sur lui aussi. Je ne vais rien révéler au shérif tant que je n'ai pas quelque chose de solide, de concret sur Hall. Du coup, je vous propose qu'on essaie d'avancer ensemble, Paul. Pourquoi pas? Mais ma priorité, c'est de mettre Charlie en sécurité. Comment peut-on faire pour la protéger? Vous ne pourriez pas forcer son père à vous la remettre, à la placer sous protection policière, par exemple? Non, ça éveillerait les soupçons. Jerry est au courant de tout dans cette ville. Il faut faire profil bas. Je passerai voir William pour m'assurer que Charlie va bien. Même s'il la force à rester enfermée, je pense qu'il veut la protéger. J'espère que vous avez raison. Ce qui est sûr, c'est que, pour être ainsi terrifié à se cloîtrer chez lui, Sanders doit être lui aussi au courant de certaines choses. À croire que tout le monde à part nous est lié à ces horreurs. Une chose est sûre, à Redwoods, personne ne veut savoir, tant que la vie continue. Les habitants préfèrent se noyer dans le déni plutôt que faire face à l'horreur. Comment les en blâmer, Green? Moi aussi, parfois, je préférerais ne rien savoir. Vous savez, cette affaire m'a un peu volé ma vie. Ce serait différent pour moi si je n'avais pas commencé à enquêter sur les disparus il y a 6 ans. Mon couple tiendrait peut-être encore debout. Mon fils, lui, serait peut-être encore avec nous à Redwoods. Vous avez un fils? Je ne savais pas. Il a quitté la ville? Pas envie d'en parler, pas maintenant. De mon côté, si Charlie n'était pas venu frapper à ma porte, je suivrais mon petit quotidien bien réglé. Ma pêche, mes balades en forêt avec mon chien, mes soirées au bar. Depuis que ça a commencé, je me suis fait défigurer par un psychopathe. Je
Je suis devenu l'ennemi public de la ville, je vis dans la peur, et même mon chien me fait la gueule. Pourtant, comme moi, vous agissez comme si vous n'aviez pas d'autre choix. Elle attrape une photo présentant le symbole de l'arbre et tapote dessus. En attendant d'avoir des nouvelles de votre anthropologue, on doit creuser la piste de Nicolas Kellen. Il faut mettre la main sur les derniers chapitres de sa biographie. Vous êtes déjà entré par effraction dans une maison, Paul? Chapitre 40. Charlie. 3 mai 2011. Chaque jour qui passe, mon père sombre de plus en plus dans la folie et je ne peux rien y faire. Il s'enfonce dans les ténèbres sous mes yeux et moi, je suis prisonnière avec lui. Cela fait maintenant 2 semaines qu'on est enfermés comme des rats dans notre maison. Papa a même condamné les fenêtres de ma chambre pour que je ne tente plus de m'échapper. En bas, les volets sont tirés, les portes fermées à double tour, aucune issue possible. Chaque jour qui passe, c'est de pire en pire. Je tue le temps en écoutant au casque les albums que m'a offert Paul. Ça me fait du bien. Ça m'emporte un peu ailleurs. Au son des guitares, je prends la route. J'allume mon vieux ventilateur, je ferme les yeux et j'imagine que je passe la tête par la vitre ouverte d'un beau cabriolet. Le vent s'engouffre dans ma bouche, qui fait danser mes cheveux. Je peux quasiment sentir l'odeur du bitume chaud, du désert et du soleil. Peut-être qu'un jour, Paul découvrira ma musique, les disques que j'aime. Parfois, quand j'ai un peu le bourdon, je vérifie que mon père ne s'apprête pas à monter à l'étage. Je vais dans la chambre de mes parents. Je m'enferme dans le dressing de maman, qui est resté intact depuis son décès. Je prends ses robes, caresse les tissus. Ça m'apaise autant que ça me rend triste. J'ai lu aussi en long, en large et en travers le livre que m'a offert Paul sur les oiseaux de la région. Depuis 2 jours, il y a une cresserelle qui vient se poser sur une branche de pin, non loin de ma fenêtre. Je l'observe à travers les planches de bois qui barrent la vitre. C'est un mâle, car il porte de belles ailes au reflet bleu foncé, comme s'il avait sorti son plus beau costume. Le reste du temps, je fais des dessins d'oiseaux et les punaises sur le mur de ma chambre. Ils s'y accumulent. Peut-être devrais-je arrêter d'en faire et jeter certains de mes vieux croquis. Mais j'ai l'impression qu'ils me protègent, qu'ils veillent sur moi. J'ai continué à sculpter des morceaux de bois aussi, et je fais même des progrès. Paul serait fier de moi. Je viens de finir un grand héron avec ses pattes effilées, son long cou replié en S. J'espère le lui offrir un jour quand tout sera fini. Les journées passent et se ressemblent, mais quand vient la nuit, je ne parviens pas à trouver le sommeil. Comment dormir avec le boucan que fait papa en bas? Il est persuadé que l'homme rouge rôde autour de la maison. Il fait les 100 pas, parle seul. Parfois il crie dans le vide. N'aie pas peur, personne touchera à Charlie. Je laisserai pas ça arriver. Et moi je reste là-haut, la couette remontée jusqu'aux oreilles, à observer la porte fermée à clé, en espérant qu'il ne monte pas. Souvent, au milieu de la nuit, j'entends les bruits de pas dans l'escalier. Il s'arrête devant la porte de ma chambre, reste là de longues minutes, puis finit par redescendre. Il y a quelques jours, j'ai voulu passer un coup de téléphone à Paul. Mais comme une idiote, j'ai hésité et je suis sûre resté trop longtemps devant le combiné. Papa m'a surprise et a arraché violemment les fils des 2 lignes de la maison. Maintenant, il n'y a plus que son portable pour joindre l'extérieur. Il le garde en permanence avec lui dans la poche de son jean. Depuis que nous sommes tous les deux enfermés, il a reçu quelques appels. À chaque fois, il s'isolait dans sa chambre et parlait à voix basse. L'oreille collée contre la porte, je l'entendais parfois s'emporter. Non, jamais! Mais à qui parle-t-il? Voilà une semaine qu'il ne répond même plus aux appels. Le téléphone sonne dans le vide. Cette nuit, je l'ai entendu sangloter dans son lit. On aurait dit qu'il discutait avec quelqu'un. J'ai compris que c'était maman. Il lui disait qu'il était désolé, qu'il ferait tout pour me protéger, qu'on allait s'en sortir. Un matin, je l'ai retrouvé en larmes, assis sur les marges de l'escalier. Il tenait son fusil fermement dans ses mains. Malgré ma peur, mon dégoût de ce qu'il est devenu, il m'a fait de la peine. Je lui ai retiré son arme et je l'ai prise dans mes bras. Il a levé ses yeux bouffis et il m'a dit « Je suis désolé, Charlie, je suis désolé de tout ça. Il veut me rendre fou, me faire dérailler pour que j'en finisse ici. C'est ça qu'il attend. Mais je craquerai pas. » Mais de qui tu parles, papa? Il veut que je prenne ce fusil et que je tire une balle dans le crâne, puis je me fasse la même chose. Qu'on puisse rien raconter.
Je te ferai aucun mal, tu peux me croire maintenant. Tu me crois, Charlie? Tu me crois quand je te dis que je me protégerai ma fille? J'ai menti. Oui, papa. On ne pourrait pas rester comme ça indéfiniment. Il faut en parler à quelqu'un, demander de l'aide. La police de la ville peut-être. Non, surtout pas! Ah, Paul, c'est mon ami. Personne peut nous aider. Tu dois comprendre ça. Une bonne fois pour toutes. Alors raconte-moi au moins ce que tu sais, s'il te plaît. Il a saisi sa tête entre ses mains et s'est gratté le cuir chevelu. J'ai vu que, sous ses cheveux, sa peau était rouge. Je peux pas. Pourquoi? Parce que si je te dis la vérité, tu penseras que je suis un monstre. Personne ne peut comprendre. Moi, je croyais que c'était pour le bien de la ville, pour ton bien à toi, pour le bien de tous. La mort de ta mère, sa maladie, il dit que c'était à cause de moi, de mes doutes. Je sais plus. De plus en plus souvent, il a des paroles incohérentes. C'est ça désormais son rythme. Il dort 1 heure par-ci, 1 heure par-là dans la journée, et il veille la nuit. Il tient debout en enchaînant les verres de whisky. Je m'occupe de faire la cuisine tant bien que mal. On ne mange que des conserves, des pâtes et des pommes de terre qu'il se fait livrer devant la maison par White du Wolf Creek Country Store. Chaque semaine, 2 sacs de courses et 12 bouteilles de whisky bon marché. Tous les matins, c'est le même refrain. Mon père répète que le tueur est venu dans la nuit. Il sort sur le perron et ramasse des branches qu'il me montre. Il me dit que c'est lui qui les a mises là pour nous faire craquer. Je pense plutôt que c'est le vent qui a porté ces branches jusque chez nous. Mais je ne veux pas le contredire. Cette nuit, il y a eu du bruit autour de la maison, comme si quelqu'un tapait et grattait sur les murs. Il est venu me réveiller. À bout de nerfs, je lui ai dit que c'était juste un animal, sans doute un raton laveur. Non! M'a-t-il rétorqué, les yeux fous et le doigt pointé sur mon visage. Il m'a demandé de m'enfermer, je l'ai entendu descendre, allumer toutes les lumières, taper des pieds contre le sol et hurler. Laissez-nous, tu n'auras pas! Je suis armé! J'ai eu le sentiment que ça a duré une éternité. Plus tard, alors que j'essayais en vain de m'endormir, je crus entendre un long cri qui venait de la forêt, un cri qui ressemblait à celui de l'homme rouge. Et si, à force de tourner en rond ici, j'étais en train de devenir taré, moi aussi. Chapitre 41. Paul, 4 mai 2011. Bon sang, et qu'est-ce que je fabrique ici? Je viens de me garer non loin de l'impressionnante demeure victorienne de Howard Hall. Pourquoi ai-je écouté Lorraine? Entrer par effraction chez le maire, prendre des photos puis ressortir sans me faire remarquer? Tout un programme. Pourtant, le plan de Lorraine tient la route. Elle connaît Howard Hall depuis toujours. Elle sait que le mercredi, il est de repos et que sa femme Maggie, commerçante dans le centre, travaille jusqu'à 19h. Lorraine va donc rendre visite au maire, lui suggérer qu'il s'installe sur la terrasse couverte. De mon côté, je vais devoir contourner la maison par l'arrière, passer par-dessus la balustrade et attendre au pied des escaliers menant à la cuisine. À un moment, Lorraine demandera à aller aux toilettes et en profitera pour m'ouvrir la porte. Ensuite, je monterai à l'étage, dans le bureau de Hall, où se trouve peut-être le journal de Kellen, puis je photographierai les pages manquantes. En sortant de mon véhicule, j'ai l'impression que la bâtisse m'écrase de sa présence. Construite en haut d'une butte, le manoir Gladstone domine tout Redwoods. Lorraine m'a expliqué qu'il s'agissait d'une des plus vieilles demeures de la ville. Hall et sa femme ont dépensé sans compter pour la rénover et lui redonner son lustre dans le temps. Le manoir a été construit en 1899 par Joshua Gladstone, l'un des premiers maires de la ville. Avec le temps, il a été un peu délaissé, ses propriétaires successifs n'ayant pas les finances nécessaires à sa restauration. Le couple Hall a sauvé cette vieille endormie de la démolition. C'est l'œuvre de leur vie. Tout dans le moindre corniche, à la petite balustrade, en passant par la façade de la terrasse, révèle un sens poussé, voire obsessionnel du détail. Plus on s'approche de la maison, plus on l'observe, et plus elle semble se révéler sous de nouveaux atouts. Les différents nivellements de ses toits, la complexité de l'architecture, avec ses pignons, ses balcons, ses tourelles, donnent un peu le tournis.
J'attends quelques minutes comme convenu, accroupi à l'arrière de la demeure. J'ai les mains moites. Le stress commence à monter. Enfin, la silhouette de Lorraine se dessine de l'autre côté de la moustiquaire, et j'entends le cliquetis de la serrure de la cuisine. L'adjointe du shérif repart sans un mot. Je pénètre dans une vaste cuisine traditionnelle, avec une grande table en bois, un vaisselier et une cuisinière à bois qui semble d'époque. D'emblée, je constate une différence flagrante entre l'extérieur ostentoire et l'intérieur austère de la maison. J'avance, le plus discrètement possible, mais au moindre pas, le parquet grince bruyamment. J'arrive dans un vaste hall d'entrée habillé de boiseries sombres. Sur la droite, un grand salon très peu meublé, avec une cheminée en pierre, un piano noir, des canapés usés. Il se dégage de cette maison une terrible froideur. L'air lui-même semble glacé, comme si les propriétaires se refusaient à mettre le chauffage. Est-ce dû au haut mur ou ce parquet en bois noir? Je ne peux m'empêcher de me sentir mal à l'aise. Devant moi, un escalier massif. Dehors, Lorraine et Hal discutent de l'histoire de la ville. La policière le martèle de questions. Le maire, quant à lui, semble ravi d'y répondre. À l'étage, un grand couloir dessert plusieurs pièces. Je reste figé quelques secondes. Un spectacle de mort se présente à moi. Les boiseries sont ici couvertes de dizaines de trophées de chasse, d'immenses crânes de wapitis avec leur bois. Il y en a absolument partout, même accrochés en hauteur le long des poutres ou au-dessus des portes. Je réprime un frisson et pousse une porte menant au bureau du maire, installé dans le renfoncement d'une fenêtre en CI. De la bibliothèque au billard, en passant par la cheminée, les teintes sombres traduisent encore, une fois, une forme dureté, de rigueur. Sans oublier les animaux empaillés qui semblent me dévisager. Une tête d'ours, un couguar, un mouflon arborant d'énormes cornes. Derrière le bureau, trois hauts vitraux semblent retracer les premières heures de Redwood. À gauche, la première scène est très sombre. Des bâtiments écroulés, un clocher effondré et des trous béants desquels s'échappent des bras tendus et désespérés, comme si l'enfer s'était ouvert sous leurs pieds. Le vitrail central, quant à lui, présente un homme assez âgé, debout sur un rocher au-dessus d'une foule. Derrière lui, la forêt et l'océan à perte de vue, et une inscription. Nicolas Kellen, 1881, appelant les survivants du vieux Redwoods à le suivre. Enfin, à droite, une référence à la construction de l'actuel Redwoods. Des hommes musculeux soulèvent des poutres, scient des branches, des femmes tiennent des enfants par la main. La scène est pleine d'emphase, aussi lumineuse que chatoyante. L'enfer d'un côté, le paradis de l'autre, et au milieu, la figure messianique de Kellen, une propagande à peine déguisée. Le mur est couvert de photos où l'on voit Howard Hall tout sourire, inaugurant divers événements de la ville, puis d'autres clichés de lui en train de chasser avec sa femme et d'autres habitants que je connais de vue. Une personne apparaît fréquemment aux côtés du maire, Jerry Mackenzie. Une vieille amitié unit les deux hommes, comme me l'avait dit Lorraine. En balayant la pièce du regard, il ne me faut pas longtemps pour trouver un coffret en verre, abritant l'exemplaire du livre de Kellen, déposé sur un coussin de velours rouge, tel une relique sacrée. Mais en essayant de l'ouvrir, je constate qu'il est verrouillé. Évidemment. Vite, cherchez la clé. Les tiroirs du bureau sont eux aussi fermés. Réfléchis, Green, réfléchis. Où a-t-il pu la cacher? Le long de la bibliothèque? La plupart des ouvrages traitent de l'histoire de l'Oregon, de Redwoods, des premiers colons. Le maire pourrait avoir dissimulé la clé n'importe où. Sur un râtelier, 4 carabines de collection de véritables antiquités et des culasses gravées de motifs de bison et de loup. Non, rien ici. Faut-il chercher quelque chose en lien avec Kellen? Peut-être. Près des vitraux, j'aperçois une montre à gousset, gravée des initiales du fondateur de la ville, NK. En un rien de temps, je l'attrape, la manipule. Le dos du boîtier cède dans un cliquetis et laisse échapper une clé en étain. Enfin! Je me précipite aussitôt sur le livre et en le manipulant précautionneusement, les feuillette jusqu'à la fin. Voici la partie manquante. Une dizaine de pages tout au plus. Elle semble retracer le quotidien de Kellen durant l'épidémie de variole. Pourvu qu'on y trouve des éléments de réponse.
photographie à toute vitesse, range le livre et la clé et redescend. Alors que j'arrive sur le palier, le téléphone se met à sonner sur une desserte le long du mur. Reviens tout de suite, Lorraine. Ça peut attendre, non? Dit Lorraine, peinant à cacher son inquiétude. Mais j'en ai pour une seconde. Des bruits de pas sur le perron. Il arrive. Je suis fait. Paniquée, je regarde autour de moi. La cuisine est au bout d'un long couloir, bien trop loin. Aucun endroit où me cacher. La silhouette du maire se découpe derrière les vitraux de la porte d'entrée. À ma gauche, sous l'escalier, je remarque une porte dérobée dans les boiseries. Sans perdre une seconde, je m'y engouffre. Des marches menant au sous-sol, à la cave. C'était moins une. Al entre et décroche le téléphone. Oui, ah, c'est toi, Lorraine. Et passez me voir. Non, des questions sur la ville, dit-il à voix basse. La poussière qui emplit mes narines me donne une horrible envie d'éternuer. Je me pince le nez à m'en faire mal. Pourquoi est-ce que je t'ai appelé? Parce que je m'inquiète, l'étau se resserre. La marche sur laquelle je me tiens émet un léger grincement. Bon sang! Pourvu qu'il ne l'ait pas entendu. Et tu m'as dit que tu avais tout prévu si ça se compliquait. Tu en es sûr? Oh bon, je te fais confiance. Oh oui, il faut aussi qu'on s'en occupe. Pas le choix, je sais bien. On se rappelle. Elle nous protège, je sais. Une porte claque. Hall est ressorti, je respire enfin. Alors que je me prête à quitter ma cachette, un reflet m'interpelle en bas. Une sorte de miroitement par le jeu de la lumière qui filtre de la lucarne. Un point où j'en suis, je descends. La cave est brute. Des tomates abîmées au sol, des murs en pierre. Quelques meubles y sont entreposés, enveloppés de drap blanc. Ce qui avait attiré mon attention est là, sous mes yeux. Les murs sont recouverts de dizaines de cadres qui contiennent des articles de l'Union Gazette, chacun portant sur une disparition. En dessous de chaque coupure de presse, un cartouche doré, gravé d'un nom et d'une date. Certains sont dissimulés par les meubles, d'autres au fond de la pièce, voilés de poussière. Je m'approche en frottant au hasard et tente d'en déchiffrer l'inscription. La photo en noir et blanc d'un jeune homme souriant apparaît, accompagnant un article succinct. En dessous, la plaque indique Gérald Malone, 8 octobre 1982. J'en observe d'autres. C'est toujours la même chose. Tant de noms. Certains que je reconnais, d'autres dont je n'ai jamais entendu parler. Hélène Ramos, 24 juin 2009. Lily Carley, 19 février 1997. A.G. Deran, 8 mars 2002. Un dernier près de l'escalier semble plus récent. J'y jette un coup d'œil. Cet article-là rend hommage à Alvin Dixon. Tous ces cadres pour autant de morts. J'ai l'impression d'être en présence d'une sorte de collection sordide, comme si Hal avait souhaité garder une trace, des trophées. Je prends quelques clichés, mais sans flash, le rendu semble compromis. Vite, quitter cette sinistre cave. D'un pas de loup, je me précipite à l'extérieur, vérifie qu'il n'y ait personne dans les alentours, puis passe par-dessus la rambarde et m'éloigne. Je suis en sueur, mais soulagée d'avoir réussi. Maintenant, il ne me manque plus qu'à développer ces photos et comprendre enfin ce qui lie le tueur aux origines de Redwoods. Chapitre 42. Lorraine. 5 mai 2011. Green a trouvé un laboratoire à Brookings qui a accepté de développer les photos en urgence. Il les a fait imprimer en 2 exemplaires sur de grands feuillets afin de nous permettre de les lire plus aisément. Nous sommes dans la cabane de Green. Je bois une gorgée de la tasse de café fumant qu'il vient de me servir. Son chien Flash est allongé sur une vieille couverture au pied du poêle et ronfle une langue pendante. Green se lève, cherche quelques instants parmi ses vinyles, puis place un disque sur sa platine. Cet homme reste encore un mystère pour moi, une somme de paradoxes. D'un côté, ce physique de monsieur tout-le-monde, avec ce visage innocent, ses cheveux un peu clairsemés, ses quelques kilos en trop. De l'autre, cette assurance à toute épreuve, comme si rien ne le déstabilisait vraiment. Son regard, lui, semble avoir connu toutes les tristesses, vu les pires horreurs. Il a aussi des cicatrices sur les mains et sur le front qui sont autant d'histoires à jamais tues. Je me suis renseignée sur lui. On raconte que du temps où l'affaire Sliss,
il se serait fait tirer dessus à 3 reprises et qu'il aurait miraculeusement survécu. Je n'ose pas lui en parler, évidemment. Quelques notes de guitare montent dans les aigus, des sonorités blues. Je crois reconnaître le morceau. Teen Years After, n'est-ce pas? Bien vu, Lorraine. Vous vous y connaissez? Mon père adorait ce genre de musique. Dites-moi, Paul, j'ai une question. Un truc qui me turlupine depuis qu'on s'est rencontrés. Pourquoi êtes-vous venu vous enterrer à Redwoods? Ah, la question à 10 000 $. Je sais pas. En réalité, au départ, c'était un pur hasard. Ma voiture est tombée en rade juste en face de cette cabane qui était à vendre. Je cherchais un endroit où je pourrais me reconstruire. Mais je me rends compte maintenant, je n'ai fait que plonger dans un non-sommeil pendant ces 5 années. Je crois que je me refusais à voir la vérité. Elle me faisait peur, aussi peut-être. Quelle vérité? J'ai besoin de frayer parmi les ombres, de marcher au bord du précipice. Je suis comme ça. Il faut ressentir cette peur pour me sentir vivant. Il y a autre chose aussi. Si je continue à me jeter tout au fond dans les ténèbres, c'est parce que je crois encore que je pourrais ramener un peu de lumière. Dans les tréfonds de l'âme humaine, il n'y a pas de monstres ni de démons aux dents aiguisées. Il n'y a que des blessures qui ne cicatrisent jamais, des oreilles qui se bouchent parce qu'elles ont trop entendu crier, des souvenirs qui vous dévorent et vous rendent fou. Bref. Green se lève et va changer de morceau. Et vous, Lorraine? Pourquoi n'avez-vous jamais quitté Redwoods? Parce que c'est ma ville. Toute ma vie est ici. En fait, je ne me suis jamais posé la question. Peut-être aussi parce que tout a été fait pour vous en décourager. Redwall, l'anthropologue, me parlait un peu de ça. Cette histoire de disputes, ces sacrifices et tout le folklore qui les entoure, les rumeurs, les légendes, les comptines. Tout cela crée un climat de peur qui vous force à vous terrer chez vous, à craindre cette forêt et ce qu'il y a au-delà. Parce que c'est vraiment mieux ailleurs, dans les grandes villes? Non, pas vraiment. Vous pensez qu'on verra le bout de cette affaire, Paul? Je l'espère. Mais il ne faut pas rêver. On en sortira encore un peu plus cabossé qu'aujourd'hui. Il marque une pause, boit une gorgée de café puis reprend. Puisqu'on joue carte sur table, pourquoi est-ce que vous continuez? Pourquoi ne pas lâcher prise? Peut-être devrais-je m'ouvrir à lui comme s'il s'est confié à moi. Peut-être que j'en ai besoin moi aussi. Parce qu'il faut que ça sorte à un moment ou un autre. Pourquoi avec Paul plutôt qu'avec John? Parce que c'est un inconnu? Parce qu'il est comme moi, qu'il a passé trop de temps à fermer les yeux? Les images reviennent, mais cette fois, je n'essaie pas de les retenir. Entrer dans son appartement, pousser la porte de la salle de bain et le découvrir là, les bras étendus, la peau grise, nue, dans la baignoire. Me jeter sur lui, le remuer, essayer de le tirer hors de l'eau, penser qu'il va prendre froid, même si c'est ridicule, être convaincu qu'il peut encore revenir, coller mes mains sur ses plaies au poignet, parce que c'est ce que fait une mère. Elle empêche le pire d'arriver, elle protège, elle soigne les blessures. Le serrer encore et sentir sa chaleur le quitter. Savoir déjà que rien ne sera plus jamais pareil, que les lumières partout se sont éteintes, ne plus rien voir autour, ni mon mari qui me parle, ni Jerry, ni les secours qui arrivent, plus rien, que l'obscurité à perte de vue. J'essuie une larme qui coule sur ma joue. Il me tend un mouchoir. Si vous ne voulez pas en parler, je comprends. Non, au contraire. Je crois que j'en ai besoin, qu'il est temps. Mon fils, Alex, il n'est pas parti. Il n'a jamais quitté Redwoods. Non. Il s'est... Ce mot a tant de mal à sortir de ma bouche. Ce mot est comme le tranchant d'une lame qui aurait coupé nos vies à jamais. Alex s'est suicidé. Il y a bientôt 3 ans. Je suis désolée, je savais pas. Je n'aime pas en parler. Je crois même que je me refuse à l'accepter vraiment. Je me suis tant répété qu'il allait revenir que parfois je parviens à m'en convaincre. Alex a toujours été un enfant fragile, un peu à part. Je me souviens que, des années durant, je découvrais sur ses bras des traces de coupures. Il se mutilait, ne s'aimait pas, ne se sentait pas intégré. Nous avons tenté de voir plusieurs psychiatres, mais il restait mutique. Quand il est devenu adulte, son mal-être a semblé s'estomper.
John et moi pensions qu'il allait mieux et que ce vide allait lui enfin être comblé. Et peut-être que nous voulions juste nous en persuader. Je l'ai certainement un peu délaissé. Je n'ai rien vu venir, rien senti. Comme il est disparu, il n'a rien laissé derrière lui. Pas une note, pas un mot. Rien que son corps sans vie, comme s'il m'accusait, moi, de ne pas avoir été là pour lui. Et vous n'y êtes pour rien. Si, j'aurais dû être là, plus présent, plus à l'écoute. Depuis sa mort, je ne tolère pas qu'on en parle, même avec mon mari. Mon fils est un fantôme qui s'est installé entre nous deux et nous éloigne chaque jour un peu plus l'un de l'autre. Je ne sais trop pourquoi, je me suis convaincue que si j'allais au bout de l'affaire des disparus, sa mort ne serait pas vaine. Je pense à tout ce temps que je lui ai pas consacré, ce temps que j'ai passé à vouloir sauver des innocents alors que mon fils hurlait en silence. Si au moins je trouvais le coupable, ça n'aurait pas été vain. Et peut-être me pardonnerait-il un peu. Je comprends. Moi aussi, j'ai passé pas mal de temps à essayer de calmer les voix des morts dans ma tête. Et ça marche à la fin. C'est compliqué. Disons qu'il parle un peu moins fort. Paul me lâche un sourire triste. Bon, on devrait se remettre au boulot. Vous me laisserez 75 $ à l'entrée pour la séance de psychanalyse, plaisanta-t-il. C'est moi qui ai fait le boulot aujourd'hui. Je souris à mon tour. J'aime bien ce type. Je me replonge dans les derniers extraits du journal et tente de me concentrer sur les mots de Kellen. Quelque chose me titille, mais je ne réussis pas encore à mettre le doigt dessus. 11 octobre 1879. La maladie progresse jour après jour. Il nous faut creuser de nouvelles tombes en périphérie de la ville. Un docteur est venu la semaine dernière du sud. Il n'en reste que quelques heures. Il nous toisait, avec ses yeux emplis de mépris, son mouchoir sur les lèvres et le nez. Pour lui, aucun doute, c'est la variole. Il n'y a rien à faire, il faut fuir, partir d'ici, laisser les malades derrière nous. C'est ce que font les autres pionniers sur la piste de l'Oregon. Ils les abandonnent dans leur carriole et poursuivent leur route. Moi, je ne quitterai jamais Redwood. Et ce que ce docteur ne comprend pas, c'est que la maladie n'est pas là par hasard, c'est une punition. 29 octobre, 29 octobre 1879. Ma plus jeune fille, Hilda, a été emportée cette nuit par cette maudite fièvre rouge. Ce fut si subit. Durant les premiers jours, a été brûlante, se plaignait de douleurs dans le dos, était saisie de vomissements. Puis ce furent des cloques sur les mains, le visage, le torse, des boules dures au toucher. Nous fûmes alors contraints de l'installer dans la grange, ma fille parmi les bêtes. J'étais le seul encore autorisé à visiter la pauvre enfant. Chaque fois que je découvrais son visage angélique, défiguré par les myriades de pustules, sa langue, sa gorge même chargée de ses vésicules, dissimulée derrière ma cagoule, censée me protéger contre la maladie, je ne pouvais retenir mes larmes. La douleur se lisait sur ses traits, la peur brûlait au fond de ses yeux. Et moi, qui ne pouvais même plus l'enlacer, ni même lui prendre les mains pour l'apaiser. En restant à distance de son lit, en m'approchant uniquement pour tenter de la nourrir ou de lui éponger le front, j'étais confronté à mon impuissance. Elle mourait sous mes yeux, et je ne pouvais rien y faire. 30 octobre 1879. Nous avons enterré Hilda ce matin, sous une pluie torrentielle. L'eau s'engouffrait dans la fosse sur son petit cercueil en bois. Plus bas, dans la colline, les explosions de dynamite faisaient sursauter les rares habitants qui avaient bien voulu affronter les éléments et venir honorer la mémoire de ma douce Benjamin. Il faut faire quelque chose. Je ne pourrais souffrir de voir un autre de mes enfants emportés. 2 novembre 1879. Je sais pertinemment d'où est partie cette épidémie. Assurément, ce sont les colons chinois qui l'ont apportée jusqu'à nous. Avant leur arrivée, pour renforcer la main-d'œuvre de la mine hydraulique, tout allait bien. Les étrangers ont installé leur campement au contrebas de la colline nord de la mine. Ils sont une vingtaine, tous malades évidemment. Chaque jour, à mesure que la mine s'étend, que l'on abat des arbres, que l'on creuse encore et que la dynamite explose, que ces étrangers s'enfoncent dans les entrailles de Redwoods, la maladie empire. C'est elle qui se venge, elle qui réclame son dû, et je suis le seul à entendre son cri. 6 novembre 1879. J'ai
convoquer mes frères colons, ceux qui me sont les plus fidèles. Ceux-là même qui, il y a des années, étaient déjà à mes côtés quand nous avons parcouru cette longue route qui nous a menés jusqu'à Redwoods. Eux qui ont connu les doutes, la peur, le froid, les blessures, et qui ont survécu. Je leur ai parlé, je leur ai ouvert mon cœur, ma douleur, mon deuil impossible. Puis je leur ai narré l'histoire que l'on m'en contait jadis, quand j'étais plus jeune. Il ne me restait pas grand-chose. De ma terre natale, de la Suède, de Falun, sinon quelques souvenirs éparses. Mais il me restait cette histoire, son histoire. Je leur ai expliqué ce qu'il nous restait à faire, faire couler le sang des étrangers pour calmer sa furie. Que leurs sève viciées viennent nourrir la terre au cœur de ces maudites mines. Nous serons les protecteurs, nous serons ses enfants, les enfants de Redwood. Chapitre 43, Paul, 5 mai 2011. Tandis que je bois une gorgée de café, j'observe l'adjointe du shérif. Elle n'est pas vraiment belle, mais on dirait qu'elle s'efforce de gommer tout ce qui pourrait la rendre charmante. Ses mains fines qu'elle maintient toujours serrées, sa silhouette un peu frêle, les formes de sa poitrine qu'elle cache sous des couches de vêtements, ses cheveux bruns parsemés de mèches blanches retenues en chignon. Tout en elle, dans son attitude, son apparente rigidité, semble être une réponse à sa vie, à son métier. Seule femme dans un monde d'hommes où il a fallu qu'elle se fonde parmi eux, coûte que coûte, au point d'effacer sa féminité. Il y a autre chose aussi dans son regard, dans ses yeux bleus, une force de caractère incroyable, une intégrité jusqu'au bouddhiste. Elle a beau avoir l'air épuisé, elle ne baissera jamais les bras, quitte à tout foutre en l'air. Bref, à nous deux, on forme une belle paire de masochistes, un étrange duo de bras cassés. Lorraine lève la tête et remarque que je la fixe. Vous avez terminé votre lecture? Alors, qu'en pensez-vous? D'abord, ce qui m'interpelle, c'est que le journal s'arrête brutalement en 1879, alors qu'on sait que Callen a vécu jusqu'en 1897. Peut-être, peut-être existe-t-il une suite retraçant la construction de la nouvelle Redwoods, mais qui s'est perdue avec les années. Écoutez cette phrase, Grimm. C'est elle qui se venge, elle qui réclame son dû. Je suis le seul à entendre son cri. Mais de qui Callen parle-t-il ici? De la forêt? Je sais pas. Si l'on en croit ce qui est écrit dans ces dernières pages, ce qui est certain, c'est que Kellen et ses hommes ont certainement exécuté les colons chinois, en les pensant responsables de l'épidémie. Mais quel rapport avec nous? C'était il y a plus de 130 ans. Et si les crimes d'aujourd'hui dissimulaient encore une forme de xénophobie? Parmi les disparus, il y a certes quelques Asiatiques, Afro-Américains et Latinos, mais il y a surtout des Blancs. Il doit s'agir d'autre chose. Marmonne Lorraine en secouant la tête. Ouais, avec ce qu'on vient de lire, je me demande si vous ne devriez pas organiser une fouille chez Hall. Je suis certain qu'il cache encore des choses. Peut-être même dans cette cave où je me suis planqué. Cette discussion au téléphone était étrange. Pour moi, il est impliqué dans toute cette folie, Lorraine. Malheureusement, ça va être compliqué. D'une, nous ne sommes pas censés avoir ces extraits entre les mains. Je vous rappelle que nous nous sommes procurés illégalement. De deux, il y a peut-être dans cette cave que des copies d'articles sur les disparus. Ça ne prouve rien. Howard pourrait toujours se justifier en disant qu'il est marqué par ses disparitions, qu'il a voulu en garder le souvenir. De trois, la discussion téléphonique que vous avez cru entendre n'a duré que quelques secondes. Lorraine plisse les yeux. Attendez. Elle attrape mon bras et serre fort. Les enfants de Redwood, ça y est, ça me revient enfin, le nom d'une sorte de colonie de vacances. Un club pour les garçons de la ville, un genre de camp de scouts. Cette tradition existe depuis toujours et perdure encore aujourd'hui. Il faut que les gamins soient des natifs de Redwood, obligatoirement issus d'une famille de pionniers. Chaque génération, 4 enfants sont choisis pour faire partie du groupe jusqu'à leur majorité. Ensuite, ils passent le relais à d'autres. Ce nom me paraît familier. Et bon sang, je m'en souviens maintenant. L'homme rouge l'a mentionné quand il s'apprêtait à m'achever. Il m'a dit: les enfants de Redwood ne connaissent pas la pitié. On devrait peut-être les contacter. Ça risque d'être difficile, modère Lorraine. Ils se plaisent à entretenir une forme de secret. Ses membres ne doivent en parler à personne. Les jeunes initiés n'en discutent ni avec leur famille ni avec leurs camarades. Il n'y a que leurs parents, le plus souvent, qui soient au courant, et ça a toujours été ainsi.
Tout ce que je sais, c'est qu'ils se réunissent plusieurs fois par an, à partir de leur 7e anniversaire, par groupe de 4 enfants supervisés par un guide. Et qui organise ces sorties? Le maire en personne, évidemment. Et cette confrérie existe depuis longtemps? Je ne sais pas. J'en ai toujours entendu parler, mais seulement dans les grandes lignes. Si les enfants de Redwood sont un groupe secret, comment se fait-il que vous en sachiez autant sur le sujet? L'adjointe hésite. Mon fils, Alex, faisait partie de la dernière génération. Il ne m'en a jamais dit grand-chose. Je crois qu'avec les autres garçons, ils faisaient des jeux, des chasses à l'homme en forêt, qu'ils apprenaient à chasser, à découvrir les arbres, les animaux. Mon mari et moi, on s'en réjouissait, à vrai dire. Alex était un gamin renfermé et craintif. On pensait que ça lui ferait du bien, que ça le rendrait un peu plus dégourdi. C'était un honneur d'avoir été choisi. Vous pensez qu'il a pu se passer quelque chose de suspect durant ces réunions? Aucune idée. Alex avait l'air de passer de bons moments avec eux. En fait, on a même fini par oublier qu'il y participait. Vous me dites qu'Alex était l'un des enfants de Redwood. Imaginez que le tueur ait fait partie d'une promotion précédente. Il nous suffirait de trouver la liste des anciens membres. Et je vous parie que le maire en fera partie. C'est possible. Où se réunissaient-ils? Une fois, Alex m'a confié qu'ils avaient installé leur camp dans les anciens baraquements d'une scierie abandonnée. Leur prédécesseur avait retapé l'un des bâtiments. Cette scierie, vous pourriez la localiser sur une carte? Oui. Il n'y a pas une minute à perdre, allons-y. Dans votre état, pas question. Vous restez ici. Essayez donc d'en apprendre plus sur ces enfants de Redwoods. Quant à Flash et moi, une balade en forêt nous attend. Voilà une bonne heure que je marche dans la forêt tout en suivant les indications de Lorraine. Je devrais arriver à la vue de vestiges de la scierie d'une minute à l'autre. Flash semble ravi de faire une longue promenade à mes côtés. Il furette, renifle, mâchonne des brins d'herbe. Le temps est le temps est heureux, pardon, le temps est heureusement assez sec aujourd'hui. Avec les orages et la pluie diluvienne des derniers jours, ça aurait été bien plus compliqué pour moi, pardon, d'explorer les environs. J'arrive au-dessus d'une grande cuvette. L'ancienne scierie s'étend à mes pieds. Les marques de la déforestation sont encore visibles, telles des cicatrices qui ne s'effaceront jamais. On remarque clairement la délimitation des milliers d'arbres qui ont été abattus. Le déboisement a créé une immense clairière rectangulaire. La scierie a beau avoir cessé son activité il y a plus de 60 ans, la nature n'a pas complètement repris ses droits. La trace de l'homme se lit partout, jusque dans ces ruines qui apparaissent à travers la frondaison des pins. Le bâtiment le plus important est en piteux état. Avec les années, la tôle qui le recouvrait s'est oxydée. Des pans entiers de la façade ont été arrachés. La structure apparaît par endroits tel un squelette. Je jette un coup d'œil à l'intérieur. C'est un enchevêtrement de ronces et de machinerie défoncées. Tout autour, je distingue de nombreux autres baraquements. C'est parmi ces derniers que je trouverai, je l'espère, le lieu de réunion des enfants de Redwood. La plupart ne sont plus que des vestiges, pans de murets, toits effondrés, gouttières pendouillant dans le vide. J'en trouve un premier qui a survécu aux assauts du temps. Une construction en bois peinte en rouge. J'entre. À l'intérieur, rien de notable. Un tapis roulant en caoutchouc déchiré sur lequel les planches mal dégrossies attendent toujours leur découpe. Une grande scie circulaire dont la lame crantée est bouffée par la rouille. Au sol, des monceaux de sciure mêlés à la poussière. Ça sent encore le bois, comme si l'odeur s'était imprégnée dans les murs. Mes pas me mènent à une butte plutôt dégagée, traversée par une petite rivière. On dirait que l'herbe a été taillée afin de former une grande clairière. Au centre, un long baraquement, lui aussi peint en rouge, sauf qu'ici la peinture semble récente. Tandis que je m'approche, je remarque partout, émergeant des parterres de trèfle, les souches de troncs sciés au sol. Autant de stèles qui rappellent qu'avant, c'était la forêt. J'y suis, sans aucun doute. Sur la porte figure un symbole que je connais bien. L'arbre aux 4 branches. J'essaie d'ouvrir, mais c'est fermé à clé. Pas le choix. Je recule et frappe violemment à l'endroit de la serrure avec mon pied.
Je me fais un mal de chien, mais la porte cède. J'attrape ma lampe torche et entre. Le bâtiment est plus grand qu'il n'y paraît de l'extérieur. 5 lits de camp sont disposés autour d'un poêle central, ni matelas, ni coussin, il y a juste un sommier en métal. Quelques étagères, un casier vide. Une armoire forte qui devait abriter des fusils est entr'ouverte. Sur un pan de mur, je remarque de nombreux clous et des traces de cadres. Il devait y avoir des photos ou des tableaux ici qui ont été décrochés. J'inspecte rapidement sous les lits, mais il n'y a rien à signaler. L'endroit a été complètement nettoyé. Au fond de la pièce, je trouve un coin cuisine équipé d'un évier et de 2 plaques à gaz, d'une grande table avec 5 chaises en métal, 2 de chaque côté et une qui préside. Un grognement de flash m'interpelle. Il renifle sous l'embrasure de l'autre porte. J'essaie de l'ouvrir. Elle est aussi close. Je change d'appui et balance un grand coup de semelle qui fait sauter le verrou. Devant moi, le vide. Je manque de basculer en avant, je me retiens comme je peux. Un escalier s'enfonce dans l'obscurité. Moi, qui déteste les caves, décidément, c'est bien ma veine. Je braque ma lampe vers les ténèbres et descends. L'escalier, aussi pentu qu'une échelle, me force à m'accrocher en arrière. En bas, le sol est en terre battue, les parois sont en briques. Ça sent l'humidité, quelque chose d'autre aussi. Flash est resté là-haut. En ne me voyant plus, il commence à aboyer. Je balaye l'espace du faisceau de ma lampe. À même la terre, je repère une large chaîne en acier scellée au mur qui se termine par un grand anneau fermé par un cadenas. Tout autour, des marques comme des griffures et des taches qui ont assombri la surface du sol. Au fond de la pièce, une trappe mène à l'extérieur, avec une large rampe en métal. On balançait des choses là-dedans, de dehors. J'observe encore. Le long d'un des murs, une longue table en bois, comme un établi. À l'évidence, des objets étaient entreposés ici et ont été aussi retirés. Bordel, que s'il passait dans cette foutue cave? Je remonte. Je passe encore quelques minutes à fouiller la bâtisse sans vain. Je ressors, la contourne, observe l'entrée de la trappe. Il y a des sillons au sol, comme si on avait traîné un objet ou un corps à l'intérieur de nombreuses fois. Une silhouette attire mon attention, un peu en retrait du bâtiment, à la lisière des bois. Je m'avance sur mes gardes. Mon chien reste silencieux et me suit. Ce n'est pas une personne, mais plutôt une sorte de sculpture. Elle est composée de branches, de cordages, d'ossements. Imposante, dérangeante. Elle semble représenter une figure féminine, les bras écartés. Son visage est terrifiant, étiré, la bouche grande ouverte. Elle a 4 longues cornes qui me rappellent le symbole de l'arbre. Je repense à cette statue que Lorraine et ses équipes ont découvert au fond de la mine hydraulique. Elle lui ressemble, c'est certain. Mais quelle folie c'est donc jouer ici. Qu'a-t-on dit à ces gamins? Que leur a-t-on fait croire? Je prends quelques photos. Sous l'éclat de mon flash, je remarque non loin de là un tas de cendres. Ce sont des restes de matelas carbonisés, des bûches de bois consumées, un sac de couchage dont la mousse s'ajaunit sous la chaleur, mais aussi des documents. Peut-être même des coupures de journaux, difficile d'en être certain. Quelqu'un s'est en tout cas appliqué à effacer les traces des enfants de Redwood. J'aperçois quelque chose qui dépasse du tapis de cendres, à moitié enterré sous un monticule. Du bout des doigts, j'attrape ce qui semble être un coin de photo brûlée. Elle a perdu de ses couleurs, il n'en reste qu'un petit morceau. Je reconnais Howard Hall debout, le regard fier. Ses mains sont posées fermement sur les épaules d'un adolescent d'environ 14 ou 15 ans. Peut-être est-ce le fils de Lorraine, Alex? Je ne suis pas sûre. À ses côtés, il y a un autre gamin, dont on ne voit que la moitié du visage, le reste de la photo ayant été dévoré par les flammes. Ses cheveux, ses taches de rousseur. Bon sang, ce n'est pas possible. Il faut que je prévienne Lorraine, et vite. Elle est peut-être en danger. Chapitre 44. Charlie, 5 mai 2011. Charlie, prends tes affaires, on doit partir. Qu'est-ce qui se passe, papa? Discute pas, on n'a pas le temps. Prends ton sac et rejoins-moi en bas. Je me suis demandé s'il délirait encore, et puis j'ai entendu des bruits, comme si une masse lourde frappait encore et encore contre la porte. Merde!
J'ai réuni quelques affaires en vitesse. Que prendre? Que laisser? Je saisis mon Polaroid, quelques CD, mon baladeur, des photos de maman, la petite sculpture en bois de Paul, je descends. Papa est dans la cuisine, son fusil braqué vers la porte. Quelqu'un a arraché les planches de bois qu'il avait clouées à l'extérieur pour la condamner. Mon père hurle. Je tirerai, je suis armé, j'hésiterai pas. Le silence pour toute réponse. Peut-être que l'agresseur a eu peur. Quelques instants plus tard, ça frappe de nouveau. Mais à l'autre bout de la maison, ça vient de la fenêtre du salon, une série de martèlements. C'est si fort que les murs en tremblent. Mais avec quoi frappe-t-il donc, bon sang? Papa me pousse derrière lui, sa voix est décidée, ses gestes sont précis. Ça fait une éternité que je ne l'ai pas vu comme ça. Il ressemble à l'homme qu'il était avant. Ça recommence à taper de partout, par devant, par derrière, sur les côtés, comme si quelqu'un s'amusait à tourner autour de la maison en tambourinant sur les parois. À un moment, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs bruits en même temps, comme si nous étions pris en étau. Je vais devenir folle si ça ne s'arrête pas. J'ai envie de me boucher les oreilles, remonter dans ma chambre et me dire que ce n'est qu'un cauchemar, que toute cette histoire, ces dernières semaines, n'ont jamais vraiment existé, que demain, je vais me réveiller, que je pourrai retourner à l'école. Je préfère redevenir la boueuse plutôt que de passer une nuit de plus dans cet enfer. Alors que mon père regarde par l'œil de bœuf de la porte, je remarque son téléphone portable posé sur la table du salon. Je n'hésite pas une seule seconde. J'attrape l'appareil, recule jusqu'à la cuisine, m'accroupis derrière les lots, à même le carrelage. D'une main tremblante, je compose un numéro que je connais maintenant par cœur. Papa continue de faire le tour de la maison en observant à travers les persiennes fermées, en hurlant dans le vide. Vous ne l'aurez pas, je vous laisserai pas faire. Après quelques sonneries, une voix de femme au bout du fil. Oui, je chuchote. Paul, je dois parler à Paul. Qui est à l'appareil? Charlie? C'est Lorraine Giflin, Paul est absent. Pas le choix. Au secours, Lorraine, on nous attaque. Il faut prévenir Paul. Venez vite, aidez-nous, je vous en supplie. Charlie? Attends. Je raccroche. Il y a du bruit de ce côté de la maison. À travers les volets condamnés, une silhouette se découpe devant la maison, et c'est un choc énorme. Je bascule en arrière, terrorisée, sous la force de l'impact, et un des gonds a sauté et la porte a cédé. Une ombre s'étire sur le carrelage. Elle tient quelque chose à la main. Sa lame, je le sais. Je ne bouge pas, je suis pétrifiée. Un pas en avant. Sa cagoule apparaît, il tourne la tête vers moi. C'est l'homme rouge. Il est revenu pour moi, pour me prendre. Mon père crie, me cherche. J'essaie de lui répondre, mais aucun son ne sort de ma bouche. Je ferme les yeux. Une déflagration. Des éclats de chevrotine viennent se ficher dans la porte, explosent la vitre, mais l'homme rouge a disparu de la salle à manger. Papa, il est là, il est entré. Dois-je m'enfuir dans la forêt? Tenter d'arriver jusqu'à la cabane de Paul? Non. Je ne peux pas abandonner mon père. Je ne sais plus quoi faire. Accroupie, je me faufile jusqu'au couloir, guettant le moindre mouvement. Je me colle contre les jambes de papa qui m'aident à me relever. Dans la nuit et dans la peur, alors que le monstre nous traque, il pose doucement sa main sur ma joue et chuchote. Ça va aller, ma Charlie. On va s'en sortir. Il faut aller jusqu'à la voiture. J'avance derrière lui, collé contre son dos jusqu'au salon. Mon père braque son arme dans tous les sens, sur un abat-jour, un porte-manteau, un fauteuil. L'homme rouge pourrait être n'importe où, prêt à nous sauter dessus. Un mouvement rapide sur notre droite, un fracas de verre au sol. Mon père oriente son arme vers l'origine du son et tire, à notre bruit. Plus loin, à gauche cette fois, une explosion de verre. Il veut tirer de nouveau, mais la détente résonne dans le vide. Il doit recharger. Non! Quelque chose se redresse là-bas, derrière la grande armoire. L'homme rouge se jouait de nous, on balançait des bibelots alors que papa gaspille ses munitions. Le monstre avance vers nous, sûr de lui. Mon père a ouvert le canon de son fusil et tente de recharger malgré l'obscurité. Il laisse tomber une cartouche au sol, mais parvient quand même à en faire entrer deux dans le bloc de culasse. Il l'arme, mais trop tard. L'assassin est sur nous. L'homme veut se ruer sur moi. Mais mon père se retourne et me serre fort. Je hurle. La lame du monstre se soulève et s'abaisse. Elle déchire le dos de mon père. Il s'effondre, perd son fusil des mains qui glisse au sol. J'étire le bras, attrape l'arme et tire dans les ténèbres. L'homme rouge a disparu. J'entends des bruits de pas au plus loin. Il veut nous contourner. Pour lui, c'est un jeu. J'aide papa à se redresser. Ses traits sont déformés par la douleur. Sa chemise est ouverte de l'épaule gauche jusqu'au milieu du dos. Le tissu est déjà imbibé de sang. D'un mouvement du menton, il m'indique le garage. Il se tient un peu courbé en avant. Je garde l'arme et on s'engouffre dans le couloir. La porte est là-bas au fond, mais pour l'atteindre, il faut encore passer devant deux ouvertures. La première donne sur le bureau de papa, la seconde, juste avant le garage, mène à la salle à manger. Il peut nous attendre dans l'une ou dans l'autre de ces deux pièces. Je n'ai pas le droit d'avoir peur. La respiration de papa s'emballe. À cet instant,
Il est peut-être encore plus effrayé que moi. Je tourne le canon de fusil vers le bureau. Personne. Rien ne bouge. Je souffle un peu. On y est presque. Plus que quelques mètres. J'arrive devant la porte ouverte de la salle à manger. Pas le choix, je regarde. Là-bas, devant les rideaux tirés, sous la lumière nocturne, je le vois. Il est là. Il se balance d'un pied sur l'autre comme un étrange pantin. Je tire. Le recul me projette en arrière contre le mur du couloir. Je me fais mal à l'épaule. Je l'ai encore raté. Il sait qu'il n'y a que 2 balles dans le canon. Je demande à mon père de me donner de nouvelles cartouches, mais il met trop de temps à les chercher dans ses poches. Vite, papa! Je cherche l'assassin dans la pénombre. Derrière nous, au bout du couloir, le monstre apparaît. Comment a-t-il pu faire le tour aussi vite? Sa lame crisse le long du papier peint qu'il déchire en avant. Un cri horrible s'échappe de sa cagoule. Je pousse papa en avant, me jette dans le garage, referme la porte derrière nous. Il n'y a pas de verrou, j'appuie de tout mon poids contre la porte. Mon père se rue dans la voiture et s'installe péniblement au volant. Il m'appelle, mais je suis bloquée. Je retiens la porte. Je sens que l'on pousse de l'autre côté, qu'on essaie de tourner la serrure. Je la retiens de toutes mes forces. J'ai mal aux mains, au dos. Mon père a activé l'ouverture électrique du garage. La porte mécanique commence à se soulever lentement. L'homme rouge parvient à entr'ouvrir la porte. Je vois sa cagoule, son œil noir. Je la referme contre lui dans un ultime effort, mais il ne tiendrait plus bien longtemps. C'est maintenant ou jamais. Je lâche mon emprise. Je fais le tour de la voiture. Je me jette vers la portière passagère entr'ouverte. Dans la seconde, l'homme rouge se rue à ma poursuite. Je m'engouffre dans l'engin, ferme la portière. Les gants du tueur se plaquent contre la vitre. Son masque horrible, ses cicatrices cousues du fil rouge. Cette bouche qui s'étire, ces lambeaux de ficelle. Il n'est qu'à quelques centimètres de moi. Il se met à frapper avec le manche de son couteau contre le verre. Le moteur tourne, mais le portail ne s'est pas encore soulevé pour nous laisser sortir. Au-dessus de moi, la vitre commence à se fissurer. Soudain, l'homme rouge s'est volatilisé. Je regarde dans le rétroviseur. Il est en train de lacérer le pneu arrière, à coups de couteau. J'entends un pshhh et je sens immédiatement la voiture se tasser vers l'arrière. Papa, il faut y aller! Mon père hoche la tête et pousse la poignée de vitesse vers l'avant. La voiture démarre en trombe, mais le toit racle le portail et le pare-brise se fendille. Devant nous, sous la lueur des phares, une silhouette se jette sur le côté. Je me retourne. Qui était-ce? Elle ne portait pas de masque. On rejoint la route sans qu'aucun autre véhicule ne suive. La jante de notre voiture grippe contre le bitume. Mais mon père ne ralentit pas. On va où maintenant, papa? Mon père me regarde encore sous le choc et tente de me sourire. En sécurité. Je sais où nous cacher, ça va aller, Charlie. On s'en est sorti. Chapitre 45, Lorraine, 5 mai 2011. Dans la maison des Sanders, je prends entendre des cris. À la suite de mon appel, Owen est arrivé avant moi sur les lieux, muni de son fusil. Il m'a assuré que des coups de feu venaient d'être tirés à l'intérieur. Je lui fais signe de passer par la droite, tandis que je m'engage sur la gauche. Il y a de l'excitation dans le garage. Je me déplace aussi vite que ma jambe plâtrée me le permet, mon arme pointée sur le portail automatique qui s'ouvre bien trop lentement. Je suis prête à tirer s'il le faut. Mon cœur tambourine et je tente de réprimer un léger frisson. Soudain, la voiture démarre en trombe, arrache une partie du portail entrouverte et me fonce droit dessus. Je me jette sur le côté à la dernière seconde. La voiture dérape. Sa roue arrière semble chasser un peu. L'engin disparaît ensuite vers la route. Durant une fraction de seconde, je me suis retrouvée face à un véhicule. J'ai cru voir William au volant et Charlie à ses côtés. Tous deux ont l'air terrorisés. Que fuyait-il? L'assassin est-il à l'intérieur? Je sors ma lampe torche, la plaque contre le canon de mon arme et j'avance. Le mécanisme s'enroule. Le mécanisme d'enroulement de la porte automatique est enrayé et fait un bruit infernal. J'appuie sur le bouton pour l'arrêter. C'est le silence. Je monte les marches qui mènent à la maison, traverse un long couloir. Il y a une odeur de poudre à canon dans l'air. Je note, le long du mur, des traces de sang et bien plus loin une longue déchirure sur le papier peint. J'arrive dans la salle à manger. Là-bas, près de la porte de la cuisine, une silhouette. Je lus. C'est lui. Je crie. Plus un geste! Lâchez votre arme! L'homme tourne la tête vers moi. Il ne porte pas son masque de bois, mais une horrible cagoule couverte de boursouflures rouges. Celle dont m'a parlé Paul. Sans hésiter, il se jette à travers la porte et disparaît à l'extérieur. Je me lance péniblement à ses trousses. Owen arrive par la droite, je lui indique le sous-bois. J'essaie de courir, tant bien que mal, mais ma jambe blessée m'en empêche. Trop tard. Impossible de le prendre en joue.
Il s'est déjà enfoncé entre les pins. Dans la forêt, il n'y a plus un bruit, plus un mouvement. Owen progresse à une dizaine de mètres de moi sur la droite. Il me jette des regards inquiets tout en braquant son arme et sa lampe torche vers les arbres. Nos deux faisceaux se croisent. Les arbres renvoient au sol des ombres qui s'étirent dans le néant. Autour de nous, des centaines, des milliers de troncs droits, comme autant de cachettes. Un mouvement là-bas, à gauche, puis un autre sur le côté droit. Mon arme virevolte dans tous les côtés. Comment peut-il se mouvoir aussi vite? J'entends ma propre respiration saccadée, paniquée. Là-bas, une forme recourbée. Je tire. Ma balle s'enfonce dans une souche d'arbre. Ce n'était pas lui. Soudain, se dégageant d'un arbre déraciné, l'assassin apparaît à une quinzaine de mètres. Lentement, il lève les bras, laisse tomber son arme au sol. Il semble se rendre, je me méfie, et dis à Owen de rester sur ses gardes. J'avance précautionneusement, je hurle de toutes mes forces. Plus un geste! J'aimerais que ma voix soit plus décidée, mais elle trahit ma terreur. Alors que je ne suis plus qu'à quelques mètres de lui, l'homme rouge semble hocher la tête. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que... Un mouvement sur la gauche attire mon attention. Une forme se redresse, se jette sur moi et abat quelque chose sur mon crâne. Je perds mon arme des mains, vacille et m'écroule par terre. Piégé. Je me suis fait piéger. C'est peut-être la fin. Les ténèbres m'enserrent sous ma joue, le tapis de feuilles. Ça pue la terre humide. Une image me glace. J'imagine sous mon corps inerte des milliers de vers de terre translucides, des scolopendres aux pattes frétillantes, des scarabées aux carapaces brillantes qui remontent à la surface pour moi, pour me prendre. J'entends un cri, c'est Owen. J'essaie de me redresser, mais je suis complètement sonnée. Mon adjoint arrive à mes côtés et se poste devant moi. Derrière lui, entre les pins, deux silhouettes approchent. Je dois rêver. Je cligne des yeux, j'essaie de mieux voir. Deux hommes rouges progressent d'un même pas vers mon adjoint. Ils ont exactement la même cagoule. Ce n'est pas mon esprit qui divague. Ils sont bien deux. Ils ont toujours été deux. Owen recule jusqu'à ce que ses jambes se plaquent contre moi. Il pointe son fusil de l'un à l'autre. Mais qu'est-ce qu'il attend? Arrêtez, je n'hésiterai pas! Une voix caverneuse profonde lui répond. Owen! Non, ça va trop loin! Beaucoup trop loin! La voix de nouveau. Owen! Baisse ton arme! Mon adjoint semble tiraillé. J'ai le crâne qui hurle, un filet de sang qui coule sur ma nuque. J'ai si mal. Mais je tente du bout des doigts de retrouver mon arme parmi le tapis d'épines de pin. Vous aviez promis, poursuit Owen. On ne devait jamais s'en prendre aux habitants de Redwood, jamais. Vous avez menti. Faut que ça s'arrête, je vais tout lui dire. Owen, reculez ou je tire, tu n'oseras pas. Soudain, une détonation. Owen a tiré. L'un des assassins, touché à la cuisse, pose un genou à terre. Un nuage de fumée s'échappe du canon du fusil d'Owen. Le temps se fige. Le second homme rouge se jette sur mon adjoint et lui enfonce sa longue lame dans le ventre. Le corps du jeune homme se voûte, sa bouche s'ouvre et se tord dans un cri muet. Owen tombe contre son assassin avant de s'écrouler au sol. L'homme rouge garde sa lame brandie devant lui, comme si en cet instant il se rendait compte de son acte. Mes mains tâtonnent tout autour de moi. Ça y est, je sens le métal froid contre mes doigts. Je serre mon emprise sur la poignée de mon pistolet et me retourne. Malgré ma vue brouillée, je soulève mon arme et tire à plusieurs reprises vers les deux assassins. Les déflagrations se mêlent aux cris. Je ne sais pas si je les touche. Je hurle de toutes mes tripes, de toute ma rage. 1 balle, 2 balles, 3 balles. Les assassins se jettent à terre et rampent pour s'éloigner dans la nuit, jusqu'à disparaître. Le jeune homme hoquette de douleur. Sa tête est posée sur mes genoux et mon arme braquée vers les ténèbres. Il me serre la main. Je suis désolée, Lorraine. Je voulais pas. Ne dis rien, je vais appeler les secours. Je n'ai pas eu le choix. Chut. J'essaie sans lâcher mon arme de composer le numéro des urgences. Mes doigts sont déjà couverts de sang comme la veste, la chemise de mon adjoint. Du sang qui s'étale, se répand entre les racines du pin contre lesquelles je suis adossée. Ça sonne dans le vide. Mais putain! Je laisse tomber mon téléphone et essaie d'appuyer sur la blessure avec ma main.
Je vais l'amener moi-même à l'hôpital. C'est encore possible, je peux y arriver. Je tente de le soulever, mais son corps est si lourd, sans force, et ma tête est prise de vertige. Nous retombons au sol, tous les deux épuisés. Lorraine, il disait qu'elle nous punirait, je les ai crus toutes ces années. C'était un honneur, les plus grands des honneurs. J'avais si peur, en réalité, peur d'elle, de tout ça. Des larmes coulent le long de ses joues. J'aurais voulu t'en parler, te dire, j'ai essayé, mais j'avais peur. Arrête, Owen. On parlera de ça plus tard. Il faut que tu te lèves, qu'on aille jusqu'à la route en sécurité. Je regarde encore autour de moi, malgré tout. Il pourrait revenir. Non, répond-il. Je sens plus mon corps. Ici, c'est bien, au cœur de la forêt. Hors de question, je ne l'accepterai pas. J'essaie de toutes mes forces de le hisser avec moi. Mais je n'y arrive pas. Il se sent partout. Il est glacial, comme Alex. Ça recommence. Je ne peux rien y changer, je pleure. Ils avaient tort. Ils ont toujours eu tort, soupire-t-il. La forêt n'est pas mauvaise. Je le savais. C'est beau ici. C'est calme. Ses yeux se lèvent vers le ciel. Entre le feuillage, il fixe les étoiles. La seconde suivante, je sens qu'il m'a quitté. Sa main desserre son emprise. Ses traits se figent. Son corps se relâche. C'est fini. Chapitre 46. Alex, 8 novembre 2008. Nous n'avions jamais eu le choix, maman. Personne ne l'a jamais vraiment eu. Les autres avant moi, avant nous, ont certainement été eux aussi des enfants terrorisés. Ils n'ont fait qu'obéir. J'avais si peur tout le temps. Peur de ce qu'ils me demandaient, peur de ce que j'étais devenue. Mais c'est bientôt terminé. L'année de mes 14 ans, l'apprentissage a débuté. C'était un soir de printemps. Je m'attendais, comme d'habitude, à faire une de leurs parties de chasse tordues. Mais non, ils avaient prévu autre chose. Howard, notre guide, nous a réunis dans le baraquement autour du poêle. Il nous a montré le mur couvert des cadres d'étincelles d'enfants de Redwood, tous ces gamins qui nous avaient précédés. À chaque fois, 4 gosses et un guide. Chaque branche donne de nouveaux rameaux, aimait-il à nous répéter. Selon lui, nous étions la 5e génération et un jour, ce serait à nous de porter le flambeau et de le transmettre à nos enfants. Tous ces hommes passaient avant moi. Nous portions en nous l'héritage, leur sang. Nous devions poursuivre leur mission. Je voulais encore y croire. Je faisais tout pour, vraiment. Et puis, il y a eu du bruit au sous-sol. Un effroyable cri de douleur et des chocs. Notre guide nous a invités à descendre. Il nous a expliqué que nous avions un invité. Je ne voulais pas y aller, mais les autres ont obéi. J'ai dû les suivre. En descendant les marches, j'ai d'abord surpris un mouvement, puis entrevu une peau d'animal marron tachée de rouge. Il y avait un cerf blessé, enchaîné. Il se débattait et nous regardait avec ses yeux exorbités, noirs et brillants. Ça sentait la bête et le sang. C'est à ce moment-là que je l'ai vu, l'autre homme. Il portait une étrange cagoule cousue avec du fil rouge. Elle reprenait les motifs de notre symbole, l'arbre romain. Le guide s'est approché de lui et nous a dit qu'il s'agissait d'un frère, un autre enfant de Redwoods qui allait nous enseigner la chasse. L'homme n'a rien dit. Il n'a pas prononcé un seul mot. Il a tendu une longue lame et sans hésiter s'est abaissé contre le torse de l'animal, puis a enfoncé son couteau dans sa poitrine. La bête a meuglé. L'homme masqué a ensuite enfoncé ses doigts gantés dans la plaie et les a amenés sous sa cagoule. Notre guide a parlé. Vous devriez apprendre à goûter le sang, à sentir la peur, et seulement, au bon moment, à ôter la vie. La bête ne bougeait plus à l'agonie. Elle haletait, la langue pendante. L'homme à la cagoule nous a alors forcés, chacun à notre tour, à nous rapprocher du cerf et à plonger nos doigts dans ses entrailles. Les autres se sont exécutés sans réchigner. Owen, comme moi, était un peu dégoûté, mais il l'a fait. Quand est venu mon tour, je me suis agenouillée.
J'ai posé ma main sur la poitrine de l'animal. Sa fourrure était chaude, son cœur battait fort. Bam, bam. Son ventre se gonflait et se dégonflait, tentant encore d'aspirer la vie. Bam, bam. Je ne voulais pas. Puis l'homme rouge a placé sa main sur mes épaules et il a serré fort, trop fort. Ses gants s'enfonçaient dans mes muscles, comme des griffes. Je n'avais pas le choix. J'ai effleuré la plaie du bout des doigts, puis j'ai porté une main à mes lèvres, un goût fort et métallique dans la bouche. J'ai eu envie de vomir, mais je me suis retenue. Ensuite, l'homme rouge a égorgé la bête sous nos yeux. Il a recueilli son sang dans un seau en étain. Nous sommes sortis dans la nuit, j'étais sonnée. Ils nous ont emmenés jusqu'au sanctuaire, l'endroit où l'on devait, à chaque week-end, bâtir un peu plus sa sculpture. Planter une branche, suspendre une racine. Car elle est nous, et nous sommes en elle, disait Howard. Je ne comprenais pas bien tout ça. L'homme rouge a versé lentement le sang sur l'idole de bois. J'étais assis sur un banc en retrait. J'avais envie de pleurer. Owen a creusé mon regard, m'a souri un peu. Lui aussi avait peur, comme moi. Il sentait que ce que nous faisions n'était pas normal. Puis à la lueur des torches, j'ai observé mes camarades, leurs lèvres, leurs bouches tachées de sang de l'animal. Et je me suis dit que c'était trop tard. Nous étions, nous aussi, devenus des monstres. 5e partie, la sève et le sang. Ces Ukit Redwoods se mêleront sur les terres des pionniers nos pères, la sève et le sang. Comptine de Redwoods, 5e couplet, vers 1940. Je vous remercie à tous d'être passés, je vous souhaite une agréable soirée, puis on se retrouve très vite pour la suite. Bisous bisous.